Sortez de mon lac. La voix venait du ponton, basse et sans hâte. Le genre de voix qui n'avait jamais eu besoin de s'élever pour être obéie. June Merrick s'arrêta en pleine brasse, à une dizaine de mètres du bord. L'eau froide d'Ashmere la portait, comme elle l'avait portée chaque été de sa vie. La brume reposait sur la surface en longs rubans blancs. Le soleil se levait à peine, une pièce de cuivre en équilibre sur les pins. Et là, où le vieux ponton de bois rejoignait la rive qu'elle connaissait depuis avant même de savoir lire, se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu. Il portait une chemise anthracite aux poignets retournés. Il la regardait comme si elle était une chose échouée qui serait bientôt enlevée. Il était venu au bord de l'eau pour être seul. Il était sur le point de ne plus jamais être seul pour de bon. « Vous m'avez entendu » dit l'homme. « Tout le comté vous a entendu » répondit June, en faisant du surplace. Elle écarta ses cheveux mouillés de son visage. « Vous avez une bonne acoustique par ici. C'est le granit. » Ce n'était pas la bonne chose à dire. Elle le sut à la seconde où les mots quittèrent sa bouche. Elle sentit ce vieux réflexe, celui qui faisait bouger sa bouche plus vite que sa raison, surtout quand une personne riche la regardait comme une tâche. Mais elle avait froid, et elle était fatiguée, et elle nageait dans cette eau depuis l'âge de 6 ans, à l'époque où la rive lointaine appartenait encore au calendar, et où la rive proche n'appartenait à personne du tout. Une partie d'elle refusait de s'excuser auprès d'un étranger pour la température d'un lac. « C'est une propriété privée, dit-il. Ça ne l'était pas avant, ça l'est maintenant. » June se dirigea quand même vers l'échelle. Il n'y avait aucune dignité à discuter en claquant des dents. Et l'homme n'avait pas bougé, et n'avait clairement pas l'intention de le faire. De près, alors qu'elle grimpait les barreaux de fer mouillés, il était plus jeune que sa voix. Il avait peut-être la mi-trentaine. Ses cheveux sombres grisonnaient sur une seule tempe. Comme si le chagrin avait choisi son camp. Il tenait une canne dans sa main droite. Il la tenait comme les gens tiennent une chose qu'ils détestent. Il ne lui proposa pas de l'aider à monter, ce qu'elle apprécia. Et il ne détourna pas le regard pendant qu'elle se tenait, dégoulinante, sur son ponton. Vêtue d'un simple maillot de bain noir une pièce, usée aux coutures, ce qu'elle n'apprécia pas. « Il y a une clôture, » dit-il. « Il y a un trou dans la clôture, » dit-elle. « Au coin nord-est, là où le sol a été emporté au printemps. Vous devriez demander à quelqu'un de jeter un œil. Je ne manquerai pas de renvoyer la personne responsable. » « Ne faites pas ça. » Le mot sortit plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Elle adoucit sa voix. « C'est une vieille clôture. Ce n'est la faute de personne si la colline bouge. » L'homme l'étudia. Quelque chose traversa son visage. Pas de la chaleur, rien d'aussi généreux, mais une lueur d'intérêt. Le regard d'une personne qui s'attendait à ce que la conversation aille dans un sens, et qui était légèrement contrariée qu'elle en ait pris un autre. Une cigale se mit à chanter dans les roseaux. Toute la rive sentait le cèdre chaud, l'eau froide et la douceur verte et pourrie des algues. Et June eut l'envie soudaine et absurde de lui dire que s'il restait là encore 20 minutes, il entendrait les plongeons, et qu'il ne venait que dans cette crique, et qu'aucune somme d'argent qu'il avait dépensée ne pourrait lui acheter quelque chose d'aussi beau que ces plongeons. Elle ne dit rien de tout cela. Elle attrapa sa serviette, pliée sur le poteau du ponton, où elle la laissait toujours, et elle trouva une chaussure posée dessus. Sa chaussure, polie et délibérée, disait « Vous êtes celui qui a acheté un lac et qui a oublié de vérifier qui était déjà dedans. » Le coin de sa bouche bougea. Ce n'était pas un sourire. C'était le fantôme du muscle qu'un sourire aurait utilisé. « Sebastian Vane, » dit-il. Elle connaissait ce nom. Bien sûr qu'elle connaissait ce nom. Tout le monde à moins de 40 miles d'Ashbury connaissait ce nom. Car pendant 11 mois, il avait été sur les avis bleus pliés. Ceux qui étaient scotchés aux portes de chaque cottage de la rive nord. Ceux qui utilisaient des mots comme acquisition, raisonnage et évacuation. Ceux qui avaient mis la porcelaine de sa mère dans des boîtes en carton. Empilés contre un mur que June ne pouvait pas longer sans que sa poitrine ne se serre. Vane Holdings. L'homme qui avait acheté toute la ceinture de la rive. Comme un autre homme achèterait un journal. Il l'avait plié sous son bras et était parti avec. « June, dit-elle, et ne lui donna rien de plus. Elle retira sa serviette de sous sa chaussure. Quelque part en haut de la pente, à travers les bouleaux, une voiturette de golf vrombissait. Une seconde voix arriva avant son propriétaire, sèche, officielle, déjà agacée. « Monsieur Vin, je m'en occupe. S'il vous plaît, n'intervenez pas, monsieur. » « C'est ce que je suis.
Et puis un homme large dans un polo de sécurité descendit le sentier d'aiguille de pin. Une radio dans une main, un air de désespoir professionnel sur le visage. Il évalua la scène. Le milliardaire, la canne, l'intruse mouillée, essorant l'eau du lac de sa tresse. « Madame, vous êtes sur un terrain privé. L'agent de sécurité dit « Je vais avoir besoin de votre nom complet, et je vais avoir besoin que vous compreniez que nous pouvons et que nous allons porter plainte. » « Reeves, dit Sébastien Vane, sans élever la voix. L'homme s'arrêta comme si une laisse avait atteint sa limite. Le cœur de June battait fort maintenant, et pas à cause du froid. Porter plainte. Le mot atterrit exactement à l'endroit sensible où les avis bleus avaient atterri. Sur les boîtes, sur le hangar à bateau au toit effondré que son père avait construit de ses propres mains. Elle pensa aux $400 sur son compte en banque. Elle pensa à la clinique, au trajet, et au fait qu'une accusation d'intrusion criminelle sur son casier mettrait fin à sa licence plus vite que toute autre chose. Mettrait fin à la seule chose pour laquelle elle était douée. Mettrait fin à June Merrick, la kinésithérapeute, et ne laisserait que June Merrick, la fille qui nageait là où on ne voulait pas d'elle. Elle ne laissa rien de tout cela paraître sur son visage. Ça, au moins, elle l'avait appris. « Je vais prendre mes affaires et partir », dit-elle d'une voix égale. « Vous ne me reverrez plus. » Et ça, penserait-elle plus tard, en y repensant encore et encore dans le noir, c'était le moment. Pas la baignade, pas la chaussure sur la serviette. Ça, parce que Sébastien Vane la regarda. Il regarda le calme qu'elle avait construit par-dessus la peur, comme un couvercle sur une marmite. Et quelque chose en lui sembla s'y accrocher. S'accrocher comme une manche s'accroche à un clou. « Reeves, dit-il à nouveau. Remontez. Je m'en occupe. Monsieur, le protocole dit « Remontez ». Reeves remonta. La voiturette de golf s'éloigna en vrombissant à travers les bouleaux. Et puis, il n'y eut plus que deux et les plongeons qui n'étaient pas encore arrivés, et la brume qui se dissipait sur l'eau. Et June se tenait là, sa serviette autour des épaules, attendant qu'on lui dise à nouveau de partir. Au lieu de cela, l'homme dit « Asseyez-vous. Je préfère rester debout. »« Merci. Vous tremblez. Je tremble toujours. C'est un trait de personnalité. » Encore ce muscle fantôme au coin de sa bouche. Il s'assit sur le banc du ponton, avec une précaution qui en disait plus que n'importe quel dossier médical. Le genou gauche raide, la façon dont il s'appuyait sur la canne. La façon dont il expirait sur le dernier centimètre du mouvement, comme s'il s'était promis de ne pas le faire. Elle catalogua tout cela avant de pouvoir s'arrêter. C'était le même réflexe qui avait fait parler sa bouche. Certaines choses, on ne choisit pas de les remarquer. On le fait. C'est tout. « Vous avez regardé ma jambe, dit-il. »« Non. Si, 2 fois. La première fois quand je me suis assis, la seconde fois à l'instant. Vous l'avez regardé comme le font les gens qui savent ce qu'ils regardent. » June serra la serviette plus fort. Le soleil avait dépassé les pins et déposait de longues barres chaudes sur les vieilles planches grises. Et là où il touchait sa peau mouillée, elle sentit la première vraie chaleur de la journée. Et elle pensa absurdement qu'elle avait été plus heureuse 3 minutes plus tôt, en étant une intruse. Plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis les 11 mois que les avis bleus étaient arrivés. « Je suis kinésithérapeute, dit-elle. C'est une habitude. Je ne vous diagnostique pas. Profitez de votre lac, monsieur Vane. » Elle se tourna pour partir. « Combien ?» dit-il. « Combien ça me coûterait pour que vous cessiez d'être une intruse et que vous deveniez une employée ?» Elle s'arrêta. Les plongeons choisirent ce moment précis pour arriver. 2 d'entre eux, glissant hors de la brume à l'entrée de la crique, avec ce long cri lancinant que June avait aimé toute sa vie, le son que faisait l'été quand il essayait de vous dire quelque chose. Elle resta très immobile et laissa ce son la traverser. Et elle ne se retourna pas, parce qu'elle ne voulait pas qu'il voie ce que son visage faisait. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle à l'eau. Je sais que vous avez nagé dans un lac en sachant que vous seriez expulsé. » dit Sébastien Vane derrière elle, ce qui signifie que vous en aviez plus besoin que vous ne le craigniez. Et je sais que vous avez lu mon genou à travers 10 mètres de ponton sans le vouloir. J'ai eu 4 spécialistes dans cette maison en 3 semaines. Aucun d'eux ne m'a regardé comme vous m'avez regardé par accident. Je ne suis pas un homme sentimental, mademoiselle Merrick. Je suis un homme efficace. Alors je vous le demande à nouveau. Combien? June se retourna. Il la regardait avec l'attention plate et patiente d'un homme qui avait appris jeune que tout, à la fin, avait un prix, et que la seule vraie question était de savoir si vous étiez celui qui disait le chiffre
ou celui qui l'entendait. Et elle détestait comprendre ce regard. Elle détestait être déjà quelque part derrière la peur, en train de faire le calcul. La clinique, les $400, le hangar à bateau au toit effondré, l'avis bleu sur la porte de sa mère avec une date qui était dans 6 semaines. « Vous avez acheté la rive de ma famille, dit-elle. Vous avez mis un avis sur le cottage de ma mère. Il y a une date dessus. Et maintenant vous voulez me payer pour réparer votre genou. » Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas de la culpabilité. Elle ne pensait pas qu'il était équipé pour la culpabilité, mais un recalcul. L'ajustement rapide et silencieux d'un homme découvrant une variable qu'on ne lui avait pas donnée. « Quel cottage ?» dit-il. « Le numéro 9, le bleu avec le hangar à bateau. Merrick. » Elle releva le menton. « Vous ne connaissiez même pas les noms, n'est-ce pas? Vous avez acheté toute la rive et vous n'avez jamais appris un seul nom. »« Non, dit-il, je ne les connaissais pas. » Et il le dit sans s'excuser, sans adoucir ses propos. Et d'une certaine manière, c'était pire et mieux que n'importe quelle excuse aurait pu l'être. Parce qu'au moins, c'était vrai. Et June était devenue si fatiguée qu'on lui mente gentiment qu'une dure vérité ressemblait presque à recevoir quelque chose de chaud. Les cigales se turent, les plongeons appelèrent à nouveau. Et Sébastien Vane, milliardaire, unique propriétaire de chaque centimètre de la rive que June Merrick avait jamais aimé, appuya ses 2 mains sur le pommeau de sa canne. Et il dit la chose qui, en fait, allait tout changer. Bien qu'aucun d'eux ne sache encore à quel point. Alors faisons un marché, mademoiselle Merrick. Vous remettez ma jambe en état de marche et j'enlève la date de la porte de votre mère. June était venue à Ashmere ce matin-là, comme elle était venue chaque matin depuis 11 mois. Avant la clinique, avant que le monde ne soit éveillé, alors que l'eau n'appartenait encore à personne. Elle garait sa Corolla rouillée sur la route coupe-feu, au-dessus de la clôture délavée. Parce que le portail principal avait maintenant un clavier numérique et une caméra en forme de larme. Et elle descendait à travers les bouleaux avec sa serviette et ses lunettes de natation bon marché. Et la culpabilité particulière d'une personne faisant quelque chose qu'elle avait tout à fait le droit de faire, mais aucun droit légal de le faire. Elle avait grandi sur cette eau. C'était la partie que les avis bleus ne pouvaient pas raisonner. Son père avait été le gardien de la rive nord pendant 22 ans, à l'époque où la famille Calendar possédait encore le vieux pavillon, et payait un homme nommé Tom Merrick un modeste salaire et un cottage sans loyer. Pour garder les pontons en bon état, les hangars à bateaux au sec et les serres hors des jardins. June avait appris à nager depuis le ponton neuf, avant de savoir épeler son propre nom de famille. Elle avait appris à lire la météo sur cette crique, à lire l'eau, et à lire les petits signes d'un corps qui bougeait mal. Parce que son père, dans ses dernières années de travail, avait bougé mal, favorisant une hanche. Et elle l'avait observé et compris, avant d'avoir les mots pour le dire, qu'un corps était une machine qui disait la vérité. Même quand l'homme à l'intérieur mentait, il avait voulu qu'elle ait un vrai travail, pas gardienne, pas à gratter, une profession, une licence, un titre sur un badge. Alors, elle était partie en chercher un, conduisant 90 minutes dans chaque sens jusqu'à l'université d'État. Travaillant à l'accueil d'une clinique de kinésithérapie pour payer les cours. Des cours qui lui permettraient de se tenir de l'autre côté de ce même bureau. Elle était douée pour ça. Elle était plus que douée. Et le seul endroit dans sa vie où elle se sentait pleinement elle-même était dans une salle de traitement. Les mains sur l'épaule d'un étranger, sentant l'endroit exact où la douleur avait construit sa maison, la faisant sortir doucement. Et puis les Calendar avaient vieilli, et le domaine avait été mis en vente. Et une société appelée Vane Holdings avait acheté non seulement le pavillon, mais toute la ceinture de la rive. Les 9 cottages, tous les pontons, les hangars à bateaux, la route coupe-feu, la crique des plongeons, l'avaient acheté comme on achète une chose qu'on a l'intention d'effacer, et de la remplacer par quelque chose qui rendait mieux en photo. Les avis étaient arrivés en une seule semaine. Acquisition, raisonnage, restauration du littoral et développement de bien-être privé. Une date à laquelle les cottages seraient évacués pour pouvoir être, disait l'avis, enlevés avec sensibilité. Le numéro 9, le bleu, enlevé avec sensibilité. Sa mère avait lu l'avis 2 fois, l'avait plié en un petit carré. Était allée arroser les géraniums et n'en avait plus jamais parlé. Et ce silence était le son le plus fort dans la vie de June. Alors elle nageait. Chaque matin, elle se garait sur la route coupe-feu, descendait,
et se glissait dans la seule chose qu'il n'avait pas encore trouvé le moyen de prendre. Et elle laissait l'eau froide la porter, et elle se disait que c'était toujours à elle. C'était toujours à elle. Jusqu'à ce que la voix d'un homme depuis le ponton lui dise que non. Maintenant, elle était assise en face de cet homme sur un banc que son père avait probablement poncé. Et elle se forçait à respirer. « Vous ne pouvez pas simplement enlever une date d'un avis, dit-elle. C'est un document légal. C'est un tout. Il y a des avocats. Il y a une entreprise. Je suis l'entreprise. » Sébastien Vane dit, « Vous avez un conseil d'administration. Vous avez des partenaires. Ma mère a reçu une lettre avec 4 signatures, et j'ai celle qui compte. » Il déplaça son poids, et encore cette petite expiration contrôlée à travers la douleur. « Mademoiselle Merrick, je ne dis pas des choses que je ne peux pas faire. C'est un défaut parfois. En ce moment, c'est un atout. 6 semaines. Vous avez dit 6 semaines. 41 jours. Il ne cilla pas à la précision. Elle eut l'impression qu'il aimait ça. 41 jours. Il dit, « Dans 41 jours, j'ai un gala de fondation en ville. On s'attend à ce que j'y entre sur mes 2 jambes. Devant 800 personnes et à peu près tout le conseil d'administration qui vous inquiète tant. Sans ça. » Il souleva la canne d'un pouce des planches et la reposa. Sans boiter, sans m'appuyer, en marchant. Parce qu'au moment où ils me verront favoriser cette jambe, ils commenceront à se demander si Van est toujours aux commandes. Et une fois que cette question est posée à voix haute, peu importe la réponse. Vous comprenez? Je comprends les genoux, dit June. Je ne comprends pas les salles de conseil. Alors nous sommes chacun ignorants de la chose qu'il faut. Il a presque souri. Réparez le genou. Faites-moi traverser cette pièce. Et le numéro 9 est retiré du programme, par écrit. Dès ce matin, avant même que vous ne soyez sèche. June le regarda. La brume avait disparu maintenant. Le lac était plat, brillant et immense. La rive lointaine, verte et scintillante. Et elle pensa à quel point c'était étrange. Que la pire chose qui soit jamais arrivée à sa famille, et la seule chance de l'annuler, était assise dans le même homme, sur le même banc, lui offrant la même eau qu'elle volait. « Pourquoi moi ?» dit-elle. « Vous avez 4 spécialistes. Vous avez une maison pleine de gens dont le seul travail est de vous dire oui. Pourquoi l'intruse ?» Pendant un instant, il ne répondit pas. Une libellule cousillaire entre eux, bleue comme une allumette craquée. Et quand il parla, ce n'était pas la voix de la salle de conseil, ou pas entièrement, parce qu'ils m'ont tous traité comme si j'étais cher. Il dit, « Vous m'avez traité comme si j'étais cassé. » Les choses cassées se réparent. Les choses chères se gèrent. Il regarda l'eau. J'en ai assez d'être géré. C'était, June le réaliserait bien plus tard, la chose la plus vraie qu'il ait dite pendant toute cette première heure. Et il l'a dit à un lac, pas à elle. Comme si on pouvait confier ça à l'eau, mais pas à elle. Elle a failli le manquer. Elle a failli laisser passer. Au lieu de cela, elle l'a entendu. C'était le problème avec June Merrick. Le problème que sa mère avait nommé des années auparavant. Elle entendait la chose sous la chose. Toujours. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était la raison pour laquelle elle était douée dans son travail et mauvaise pour protéger son propre cœur. Et c'était la raison pour laquelle maintenant, contre chaque once de bon sens qu'elle possédait, elle était sur le point de dire oui à un homme qui avait mis une date sur la porte de sa mère. En haut de la pente, à travers les bouleaux, une cloche se mit à sonner. Une vraie cloche, en laiton et ancienne. Celle qui était suspendue à l'extérieur de la cuisine du pavillon depuis avant la naissance de June. Celle que Tom Merrick avait l'habitude de sonner à midi pour appeler l'équipe d'entretien au déjeuner. Quelqu'un là-haut la sonnait maintenant. 3 coups brefs et la voix d'une femme, sèche comme le mois d'août, flotta depuis la colline. « Monsieur Vin ?» La voix appela, imperturbable, légèrement amusée. « Vos œufs sont prêts depuis 11 minutes, et j'ai déjà vu 2 médecins très chers partir ce matin. Si vous renvoyez celle-ci aussi, faites-le avant que le toast ne soit une tragédie. » Sébastien ferma les yeux une seconde. La fatigue particulière d'un homme qui employait des gens qui n'avaient absolument pas peur de lui. « C'est Odessa, » dit-il. « Elle dirige la maison. Elle est venue avec. Apparemment, je l'ai achetée en même temps que les pontons. Et c'est la seule acquisition qui répond. Je l'aime déjà. » June dit, « Tout le monde l'aime. C'est insupportable. » Il se leva, difficilement, honnêtement, la canne prenant le poids, la mâchoire se serrant, le souffle retenu puis relâché. Et il se tenait, une tête de plus qu'elle. Et il la regarda de haut avec ses yeux plats et évaluateurs.
des yeux qui, une seule fois, dans une seule phrase sur un lac, l'avaient laissé voir toute la maison froide derrière eux. Eh bien, mademoiselle Merrick, 41 jours, ma jambe contre la porte de votre mère. Avons-nous un accord ou voulez-vous continuer à vous introduire dans mon lac jusqu'à ce que Reeves trouve le courage de vous arrêter pour de bon? Et June Merrick, qui était descendue à l'eau ce matin-là pour voler 20 minutes d'une vie qui lui avait été enlevée, essorra le reste d'Ashmere de sa tresse. Elle regarda l'homme qui le possédait droit dans les yeux, et elle prit la décision qui allait défaire tout ce qu'elle pensait savoir sur lui, sur elle-même, et sur ce qu'une personne comme elle avait le droit de vouloir. 41 jours, dit-elle, par écrit, et vous apprenez les noms, les 9 cottages. C'est le prix. Quelque chose changea sur son visage. De la surprise, pensa-t-elle. De la vraie surprise. La première qu'elle avait réussi à lui arracher. Les noms ne font pas partie du genou. Ils font partie de l'accord. Elle tendit la main, froide, mouillée et ferme. Merrick, numéro 9. Commencez par là. Il regarda sa main pendant un long moment. Cet homme qui achetait des rivages comme d'autres hommes achetaient des journaux. Puis il la prit. Sa poignée était chaude, sèche, et plus forte que la canne ne l'avait laissé supposer. Et en haut de la colline, la cloche de laiton sonna une 4e fois. Impaciente. Et les plongeons appelèrent une fois de plus à travers l'eau brillante. Et ni June Merrick ni Sebastian Vane ne lâchèrent prise aussi vite qu'ils l'avaient prévu. « Odessa vous trouvera quelque chose de sec à porter, dit-il. Montez à la maison. Nous rédigerons d'abord la jambe. »« D'abord la porte, dit June. »« D'abord la porte, acquiesça-t-il. Et cela lui coûta quelque chose d'être d'accord. Elle pouvait le voir traverser son visage, comme la météo. Et elle le classa avec le genou, l'expiration et la phrase qu'il avait dite à l'eau. Elle classa tout cela à l'endroit où elle gardait les choses que les corps lui disaient et que les bouches ne disaient pas. Elle le suivit à travers les bouleaux, pieds nus, la serviette autour des épaules, passant devant la caméra en forme de larme et le portail à clavier. Et la voiturette de golf où Reeves se tenait, rayonnant d'un chagrin professionnel silencieux. Et elle se dit que ce n'était que 41 jours, et seulement un genou, et seulement une signature sur une porte, et qu'une femme pouvait entrer dans la maison d'un homme riche pendant 6 semaines, et en ressortir exactement de la même taille qu'en entrant. Elle se trompait sur ce point. Elle se tromperait sur presque tout. Mais le matin était chaud maintenant, et sentait l'herbe coupée, le poli à laiton, et vaguement les œufs qui refroidissaient. Et pour la première fois en 11 mois, June Merrick marchait vers l'eau au lieu de s'en éloigner. Et elle n'aurait pas encore pu dire pourquoi cela ressemblait moins à un travail et plus à la première ligne d'une histoire qu'elle ne pourrait pas lâcher. En haut de la colline, le pavillon apparut, long, bas et en pierre grise, tout en vert du côté du lac. Une maison construite pour regarder l'eau et ne jamais être regardée en retour. Se tenant dans la porte ouverte de la cuisine, une assiette dans une main et un torchon sur l'épaule, se trouvait une petite femme aux cheveux argentés. Elle avait les yeux plats, ravie et dangereux d'une personne qui venait de voir son employeur perdre une discussion sur son propre ponton, et qui avait l'intention d'en profiter pour le reste de l'été. « Eh bien, dit Odessa, en regardant June de haut en bas. Elle observa la combinaison mouillée, les pieds nus et la détermination de son menton. Vous avez duré plus longtemps que le toast. C'est déjà un record. Elle recula pour les laisser passer. Entrez donc, avant que vous ne goûtiez tous les deux à travers mes planchers. Et vous, dit-elle à Sébastien, sans une once de peur. Vos œufs sont une cause perdue, et c'est entièrement de votre faute. Alors ne venez pas me demander de la sympathie. Je ne le fais jamais, dit Sébastien. Non, acquiesça sereinement Odessa. Vous ne le faites pas. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Et elle se tourna et retourna dans la maison. Et June, en la suivant, surprit la demi-seconde exacte où le masque plat et froid de Sebastian Vane glissa. Pas en un sourire. Il n'en avait toujours pas réussi un, mais en quelque chose de plus jeune, de plus fatigué et de plus humain. Un homme dans une maison pleine de gens qui n'avaient pas peur de lui, et un lac plein d'une femme qu'il venait d'embaucher au bord de l'eau. Et June pensa, voilà, c'est ça, la chose sous la chose. 41 jours, se dit-elle, et elle franchit le seuil, quittant le soleil pour le silence frais et gris de la maison qui avait avalé toute sa rive. Et derrière elle, en bas de la colline,
Les plongeons continuaient d'appeler à travers l'eau. Une eau qui, pour 6 semaines de plus au moins, allait être à nouveau la sienne, après tout. La maison sentait le café, l'huile de citron et la vieille pierre. Et il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme c'est toujours le cas dans les maisons de riches. Comme si l'argent achetait une saison privée. June se tenait, dégoulinante, sur un sol en ardoise dans la cuisine, tandis qu'Odessa posait les œufs ruinés sur le comptoir avec la cérémonie d'une femme déposant une couronne. « Asseyez-vous » dit Odessa, en pointant une cuillère en bois vers un tabouret. « Pas sur le bon coussin. Vous êtes un lac. » Elle bougeait déjà, tirant une pile pliée d'un panier près du garde-manger. Un sweat t-shirt gris doux, un pantalon à cordon, des chaussettes épaisses encore chaudes de quelque part. Ça va nager sur vous, mais c'est sec. Et le sec bat la mode avant 9 heures du matin. Merci, dit June. Vous n'étiez pas obligé. Je n'étais pas obligé. Je voulais. C'est une chose entièrement différente. Les yeux plats et ravis d'Odessa se tournèrent vers Sébastien. Il s'était assis sur une chaise à la longue table de la cuisine avec ce souffle retenu que June apprenait à entendre. Il va vous dire qu'il a besoin que sa jambe soit réparée pour une fête. Il le fera sonner comme de l'arithmétique. Ne le laissez pas faire. Il n'y a rien d'arithmétique chez cet homme, sauf ses manières. Odessa, je vous sers votre café. Vous ne pouvez pas me renvoyer pendant que je vous sers votre café. C'est barbare. Elle le servit quand même et le posa devant lui. Et June vit la tasse atterrir exactement là où sa main se trouvait déjà, sans qu'aucun des deux ne regarde. 20 ans d'une maison en un seul petit mouvement. June se changea dans une salle d'eau de la taille de la cuisine de sa mère. Et quand elle revint, portant les vêtements de rechange de la gouvernante, sa tresse dégoulinant le long de sa colonne vertébrale, Sébastien avait un porte-document en cuir ouvert sur la table, un stylo débouché et une seule feuille de papier tournée vers sa chaise. « Lisez, dit-il. Puis dites-moi que ce n'est pas par écrit. » Elle lut. C'était 4 phrases tapées. Quelqu'un l'avait tapé à l'étage pendant les 11 minutes où les œufs refroidissaient. Et il était dit que la structure et la parcelle, désignée numéro 9, rive nord Ashmere, actuellement sous calendrier d'évacuation, étaient retirées de ce calendrier indéfiniment. Par instruction directe de S. Vane, en attente d'examen. Et c'était déjà signé. L'encre encore légèrement humide. Une signature noire et dure, qui ressemblait à un homme barrant quelque chose. Indéfiniment, dit June. Pas en permanence. Rien n'est permanent, mademoiselle Merrick. Ni cette maison, ni ce cottage, ni aucun de nous deux. Indéfiniment est le mot le plus fort qui soit aussi vrai. Il garda le stylo. Vous voudrez une copie. Odessa la scannera. Vous voudrez que votre propre avocat y jette un œil, et vous devriez. Et quand ils vous diront que ça tient, vous pourrez arrêter de lire mon visage comme un graphique et commencer par mon genou. Je ne lisais pas votre visage. Vous le lisiez pendant que vous lisiez le papier. Vous faites les deux en même temps. C'est déconcertant. Il a presque ce muscle à nouveau. Comment est le café? Je n'ai pas touché au café. Touché au café. Ensuite, nous travaillons. Ils travaillèrent dans une longue pièce vitrée à l'extrémité est de la maison. Une pièce que quelqu'un avait meublée comme une salle de sport et où personne n'avait jamais transpiré. Les machines avaient encore l'odeur du neuf, de caoutchouc et d'acier propre, et un mur de fenêtres donnait sur tout l'éclat plat du lac en contrebas. June le fit s'asseoir sur le bord d'un banc. Elle s'agenouilla sur une serviette devant la mauvaise jambe, et elle posa ses mains dessus pour la première fois. Et à la seconde où elle le fit, la pièce changea. « Dites-moi quand ça a commencé, » dit-elle. « Il y a 14 mois. C'est quand, pas comment. » Sur l'eau, un poisson brisa la surface, et les cercles s'étendirent et s'apaisèrent. « Un escalier, dit-il. Un escalier mouillé, une mauvaise décision et une longue chute. Les chirurgiens ont fait ce que font les chirurgiens. Ils m'ont rendu une jambe qui fonctionne si je ne lui demande rien. J'en ai assez de ne rien lui demander. » Ses pouces se déplacèrent le long de la ligne de l'articulation, la lisant. La cicatrice épaissie, la façon dont le muscle au-dessus avait lâché et était devenu filandreux. À force de protéger le point froid exact de peur retenu derrière la rotule. « Vous vous contractez avant de vous lever, » dit-elle. « Vous avez appris à toute la jambe à s'attendre à la douleur. Alors elle se contracte même quand il n'y a rien contre quoi se contracter. La moitié de ce qui ne va pas chez vous n'est pas le genou.
Ce sont les 14 mois à ne pas faire confiance aux genoux. Réparez ça avec une brochure, vous pouvez? Je le répare en vous faisant faire des choses qui vous font peur dans une pièce où rien de mal n'arrive. Elle appuya, et il tressaillit et cacha le tressaillement, et elle sentit les deux. Voilà, c'est l'endroit autour duquel vous avez organisé tout votre corps. Est-ce que ça fait mal, ou est-ce que ça vous fait peur? Il la regarda. Ce n'était pas un regard de salle de conseil. Je ne connais plus la différence, dit-il. Et June comprit qu'il n'avait pas eu l'intention de le dire, et qu'il l'avait dit quand même, à elle, dans une pièce lumineuse au-dessus d'un lac lumineux. Et elle le classa avec la phrase qu'il avait donnée à l'eau. Alors c'est la première chose que nous allons vous apprendre. Elle dit « la différence ». Pendant 40 minutes, elle le fit bouger. De petites amplitudes, honnêtes, sans héroïsme. Et tout le temps, elle parlait, parce que la parole empêchait un corps sur la défensive de se contracter. Et elle découvrit que sous la surface plate et froide, Sébastien Vane écoutait. Comme un homme écoute qui a cessé de s'attendre à ce que quiconque dise quelque chose dont il a besoin. À la fin, il y avait de la sueur sur sa tempe. Le gris était monté sur son visage. Et sa main tremblait quand il attrapa la bouteille d'eau. Et elle ne lui laissa voir aucune de ses inquiétudes, seulement son calme. Le couvercle sur la marmite. « Ça suffit, dit-elle. Ce n'est rien. C'est 10% de rien. C'est le premier jour sur 41. Vous voulez entrer dans une pièce dans 6 semaines. Vous n'y arriverez pas en détruisant la jambe le premier matin pour prouver que vous n'avez pas peur. » Elle se rassit sur ses talons. « Vous ne me payez pas pour être d'accord avec vous. Vous l'avez dit vous-même. Vous en avez assez d'être géré. » Quelque chose vacilla. Pas de la colère. Elle s'était préparée à la colère. Du respect? Peut-être. Froid et réticent. « Non, dit-il, je ne le suis pas. » C'est à ce moment-là que la porte à l'autre bout de la pièce vitrée s'ouvrit sans qu'on frappe. Et un homme entra comme s'il avait construit la maison. Et la température du matin changea une seconde fois. Il était grand, impeccable et vêtu d'un costume pâle, la quarantaine, avec le genre de beauté facile qui n'avait clairement jamais eu à faire d'heures supplémentaires. Et il traversa la pièce en parlant, une tablette dans une main, un téléphone dans l'autre, ses chaussures très bruyantes sur le sol propre. « Le voilà, Sébastien. J'appelle depuis 6 heures. Reeves dit que vous étiez en bas au... » Il s'arrêta. Il regarda June, agenouillée sur une serviette dans des vêtements empruntés, avec sa tresse mouillée et son visage nu. Et quelque chose derrière ses yeux fit un tri rapide et laid. La classante, l'évaluante, la posant sur une étagère. « Je suis désolé. On fait du bien-être maintenant? C'est un spa, Grant? » La voix de Sébastien était redevenue la voix du ponton, celle sans hâte. « June Merrick, ma kinésithérapeute. June, Grant Holloway. Il dirige le développement d'Ashmere. Il croit qu'il dirige plusieurs autres choses aussi. Directeur du développement, dit Grant à June avec un sourire qui n'atteignit rien. Ce qui signifie que c'est moi qui dois faire en sorte qu'une vision très belle et très chère se réalise. Selon un calendrier, pendant que d'autres personnes... Un regard vers la jambe de Sébastien, rapide, indéniable, puis il se reprit. Merrick, Merrick. Il dit le nom 2 fois. De la façon dont on tape sur un mur pour trouver le montant. Un lien avec la liste d'évacuation? Nous avons un Merrick sur la rive nord. Numéro 9, dit June d'une voix égale. Ma mère. Ah. Le sourire s'élargit d'exactement rien. Petit monde, lac encore plus petit. Il se tourna vers Sébastien, et maintenant la tablette se leva. Tout en affaires. La menace plaisante d'un homme qui se bat avec des calendriers. C'est d'ailleurs pour ça que je suis monté. Nous devons parler du calendrier de la rive nord. Les partenaires du bien-être veulent que les travaux commencent avant le gala, pas après. Ils veulent l'annoncer depuis le gala, avec un rendu derrière vous, pendant que vous entrez sur vos 2 jambes, sains et saufs. Le retour est le début des travaux en une seule photo. C'est une très bonne photo, Sébastien. C'est toute l'histoire. Repousse-le, dit Sébastien. On ne peut pas le repousser. Les partenaires, repousse-le, Grant. June était devenue très immobile sur sa serviette, parce qu'elle avait senti l'instant exact où les 2 courants se sont rencontrés. L'homme qui avait signé 4 phrases 1 heure plus tôt, et l'homme dont le travail était de s'assurer que ces 4 phrases n'auraient jamais d'importance. Et elle comprit avec la clarté froide d'une personne qui lit les corps, que Sébastien Vane venait de lui écrire une promesse que Grant Holloway avait bien l'intention de noyer. « Puis-je dire quelque chose? » dit June. « Non, dit Grant. Agréablement.
Elle peut, dit Sébastien. June se leva de la serviette, sans hâte, et se tint pieds nus, en sweat t-shirt emprunté, et avec chaque parcelle des 22 ans de son père sur cette rive dans sa colonne vertébrale. Vous voulez une photo de lui entrant, fort, dit-elle. Sain et sauf, le retour. Très bien. Je peux peut-être vous donner cette jambe dans 41 jours. Si l'homme qui la porte dort, mange et ne passe pas ses soirées en réunion. Des réunions qui font à sa mâchoire la chose qu'elle fait en ce moment. Elle hocha la tête vers la mâchoire serrée de Sébastien sans quitter Grant des yeux. Le stress bloque une jambe sur la défensive. Vous voulez votre photo? Alors la dernière chose que vous voulez, c'est de commencer les travaux sur la seule parcelle. Celle qui va le faire grincer des dents d'ici au flash des photographes. Vous aurez votre homme fort ou vous aurez votre chantier. Ce mois-ci, vous n'aurez pas les deux. La pièce était silencieuse. Une mouette passa au-dessus. Grant la regarda comme un homme regarde une porte verrouillée qu'il avait prise pour un mur. Et pendant une seconde, l'amabilité quitta complètement son visage, et quelque chose de plus dur s'y installa à la place. « Vous avez engagé une fille du lac pour établir votre programme médical, » dit-il à Sébastien. « Pas à elle. Et maintenant, elle établit aussi le calendrier du développement. Elle établit ma convalescence, » dit Sébastien. « Tu as amené le développement dans ma convalescence. Retire-le. » Les partenaires ne marchent pas sur ma jambe. C'est moi. Sébastien se leva, difficilement, honnêtement. La canne, le souffle. Et même en le faisant devant le seul homme devant qui il voulait le moins le faire, il le fit. Et June vit ce que cela lui coûtait et ne dit rien. Louis accorda la dignité de son silence. Le calendrier de la rive nord reste où il est, jusqu'après le gala. Mettez-le dans les notes. Envoyez-moi la présentation. Et Grant. Il attendit que le plus jeune homme le regarde. Frappez, la prochaine fois. C'est toujours ma maison. C'est le capital des partenaires. Grant dit, en rassemblant sa tablette, son téléphone, sa belle humeur gâchée. Tu n'arrêtes pas de dire ma maison, ma jambe, mon lac. À un moment donné, quelqu'un va te rappeler combien de tout ça tu possèdes réellement. Il le dit légèrement. Il le dit comme une blague. Ce n'était pas une blague. Et tous les trois le savaient. Et il était parti, traversant la longue pièce et sortant par la porte, avant que quiconque puisse en faire une blague. L'acier propre et l'éclat du lac emplissaient le silence qu'il laissait. « Il n'a pas tort », dit finalement Sébastien, doucement, à la fenêtre. « Sur ce que je possède réellement. » June ne demanda rien. Elle voulait. Elle le classa à la place. La troisième chose donnée au verre et non à elle. Et elle ramassa sa serviette sur le sol, la plia et dit de sa voix de travail ordinaire, celle qui faisait se détendre les corps effrayés. « Demain, 6 heures du matin, pas le lac, la jambe, et vous mangerez avant, pas après. » Il se tourna. Ce qui était sur le point de se refermer sur son visage ne le fit pas tout à fait. « Êtes-vous aussi autoritaire avec les gens qui signent vos chèques? »« Seulement avec ceux qui sont cassés, » dit June. « Ceux qui sont chers, je les gère. » Et elle regarda cela atterrir, le regarda reconnaître ses propres mots qui lui étaient renvoyés. Et pendant une seconde entière, Sébastien Vane eut l'air de pouvoir réellement sourire. La vraie chose, le muscle retrouvant le souvenir de comment faire. Il ne le fit pas, mais c'était plus proche que sur le ponton. Et ils le savaient tous les deux, et aucun d'eux ne le dit. Odessa était dans le couloir quand June sortit. Bien sûr, elle arrangeait des fleurs qui n'avaient pas besoin d'être arrangées, assez près pour avoir tout entendu et assez loin pour le nier. Elle pressa une copie scannée de la lettre de 4 phrases dans la main de June, pliée en petit, chaude de la machine. Il a signé ça en 11 minutes. Odessa dit à voix basse. « J'ai vu cet homme prendre une semaine pour signer une carte d'anniversaire. Alors, qui que vous soyez, vous êtes quelque chose. » Elle glissa une tige dans le vase. « Mais écoutez une vieille femme. Puisque personne d'autre dans cette maison ne vous le dira en face. Cette lettre est réelle. Grant Holloway est aussi réel. Et des deux, un seul se lève chaque matin spécifiquement pour s'assurer que l'autre n'a aucune importance. » Elle tapora la main de June. « Vive, gentil, terrible. Réparez le genou. Mais n'osez pas parier la porte de votre mère sur la capacité de cet homme à tenir bon. Quand 800 personnes et une salle pleine de partenaires pèseront sur lui. Les corps ploient sous la charge. Vous devriez le savoir mieux que moi. » June rentra par le chemin le plus long, passant devant la route coupe-feu où elle se garait, passant devant le portail principal avec sa caméra en forme de larme.
Et elle ne ralentit pas. La lettre était posée sur le siège passager comme un petit animal plié. 41 jours, ma jambe contre la porte de votre mère. Sur le ponton, cela avait sonné comme l'équation complète. Cela ne sonnait plus comme l'équation complète. Sa mère était sur le porche du numéro 9 quand June arriva. Des géraniums d'un rouge éclatant contre le bardage bleu écaillé. Le toit effondré du hangar à bateau, s'affaissant derrière elle comme une chose agenouillée. Ellen Merrick avait ses lunettes de lecture dans ses cheveux gris et une pile de raccommodage de l'été sur ses genoux. Et elle regarda sa fille remonter le sentier dans un sweat t-shirt gris d'étranger, 3 tailles trop grand. Elle ne posa pas de questions à ce sujet, ce qui était sa propre façon de poser une question. « Tu as été nager », dit Ellen. « Tes cheveux ?»« J'ai été nager. » June s'assit sur la marche en dessous de la chaise de sa mère. Le bois peint et chaud, doux sous sa main. Et toute la rive sentait le géranium, le lac et le goudron du vieux ponton. « Maman, quelque chose s'est passé ce matin. J'ai besoin que tu n'ailles pas arroser les géraniums à ce sujet. » L'aiguille d'Hélène s'arrêta. C'était le signal. Une femme qui avait plié un avis d'évacuation en un petit carré et était allée aux fleurs plutôt que de pleurer devant sa fille adulte. June avait passé 11 mois à apprendre à dire la chose sous ses propres choses, parce que sa mère ne dirait jamais les siennes. « Je nous ai obtenu plus de temps pour la porte, » dit June. Retirée du programme, par écrit. Elle mit la copie pliée et chaude dans les mains de sa mère. « J'ai trouvé un travail pour le faire. » Rééduquer le genou de l'homme qui... Elle se força à le dire simplement. L'homme qui a acheté la rive. 20. Je traite Sébastien Vane. 41 jours. Et à la fin, si je le fais marcher, le numéro 9 reste. Sa mère lut les 4 phrases comme elle lisait tout, 2 fois, les lèvres bougeant à peine. Puis elle replia le papier en son petit carré, le long des mêmes plis que la vie avait usés. Et elle le posa dans le panier à raccommodage, sur une tête d'oreiller déchirée. Et elle regarda l'eau pendant un long moment. « Ton père, » dit enfin Hélène, a tenu chaque promesse que quiconque sur cette rive lui a jamais faite. Et aucune des personnes qui les ont faites n'en a tenu une seule en retour. Elle le dit sans amertume, ce qui était pire que l'amertume. Le vieux monsieur Calendar a serré la main de Tom sur ce porche, juste là où tu es assise, et lui a dit que le cottage du gardien était à nous tant qu'il y aurait des Merrick qui le voudraient. Une poignée de main. Ton père a construit le hangar à bateau sur une poignée de main. Et quand le domaine a été vendu, sais-tu ce que valait une poignée de main dans le bureau de l'avocat face à une entreprise? June eut froid sous le soleil chaud. Il y avait une promesse. Un bail, maman? Un droit de rester, par écrit, quelque part? Une poignée de main, June. Hélène reprit l'aiguille. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a jamais rien eu. Ton père n'était pas un homme de paperasse. C'était tout le problème avec lui, et toute la raison pour laquelle je l'aimais. Elle fit passer le fil. Alors ne va pas te briser sur le genou de cet homme riche, en pensant qu'il y a une loi quelque part en dessous de nous qui nous soutient. Il n'y en a pas. Il n'y a que ce que cet homme décide, le matin où il le décide. C'est ce que j'ai appris dans le bureau de l'avocat. La gentillesse d'un homme qui te possède n'est pas une qualité. C'est la météo. La gentillesse d'un homme qui te possède n'est pas une qualité. C'est la météo. June était assise, le lac devenant plat et doré, sous le hangar à bateau affaissé, et elle pensa à la voix douce de Grant Holloway. Quelqu'un va te rappeler combien de tout ça tu possèdes réellement, et à celle d'Odessa, les corps ploient sous la charge, et à celle de Sébastien, à l'eau, j'en ai assez d'être géré. Et elle comprit qu'elle était entrée dans cette maison ce matin, pensant qu'elle était celle qui lisait les gens. Et que la maison était pleine de gens qui avaient tout lu avant son arrivée. Mais elle pensa aussi à ses mains et au tressaillement qu'il avait caché, et à la façon dont il avait dit « Repousse-le, Grant » 3 fois, chacune lui coûtant quelque chose avec un homme qui tenait les cordons de sa bourse. Et elle pensa obstinément, dans la partie d'elle qui avait toujours entendu la chose sous la chose. Il n'était pas obligé de le signer en 11 minutes. Il n'était pas obligé de dire que la rive nord restait. Il l'a fait devant le seul homme qu'il ne peut pas se permettre de contrarier. « Peut-être, » dit June à voix haute, « peut-être que la gentillesse est la météo. Mais j'ai passé toute ma vie à lire la météo sur cette crique, maman. C'est la seule chose pour laquelle je suis vraiment doué. » Hélène baissa les yeux sur sa fille, et quelque chose sur son visage fatigué bougea, de la peur et de la fierté. June pensa,
Les deux choses que sa mère ne laissait jamais coexister dans la même phrase. Et elle tendit la main et glissa une mèche de cheveux mouillés derrière l'oreille de June. Comme elle le faisait quand June était petite et avait nagé trop longtemps et était sortie en tremblant. « C'est exactement ce qui me fait peur », dit doucement Hélène. « Tu lis la météo, mais ma chérie, tu continues de nager en plein dedans. » June n'avait pas de réponse à cela, parce que c'était vrai. Et parce qu'au loin sur la rive, faible et lointain, les plongeons appelaient à nouveau. Et parce que dans sa poche, son téléphone avait commencé à vibrer avec un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle le regarda, un indicatif régional de la ville. Elle faillit le laisser sonner. Puis elle répondit, et une voix nette, agréable et sans hâte, qu'elle avait entendue exactement une fois ce matin-là, dit « Mademoiselle Merrick, Grant Holloway, je suis si heureux de vous avoir. Je pense que nous avons très mal commencé. Et je détesterais que cela s'envenime, étant donné que nous allons apparemment travailler en étroite collaboration. » Une pause, chaude comme un piège. Je me demandais si je pouvais vous offrir un café. Il y a une ou deux choses sur le développement de la rive nord que je pense que vous méritez de comprendre. Des choses que Sébastien, le pauvre, ne va pas vous dire lui-même. Des choses sur cette lettre qu'il a été si prompt à signer. Une autre pause, et June pouvait entendre le sourire dedans. Et le lac, et l'aiguille de sa mère s'arrêtant à nouveau. Il serait vraiment préférable que vous les entendiez de ma part. Avant de construire tout l'été de votre mère sur 4 phrases humides, disons demain, elle aurait dû dire non. Elle le savait comme elle connaissait la météo. Une pression derrière les yeux, un changement dans la lumière avant le changement dans le ciel. Mais les mots de sa mère étaient encore posés sur ses genoux, comme le raccommodage. La gentillesse d'un homme qui te possède n'est pas une qualité. C'est la météo. Et une femme à qui on vient de dire que le sol sous sa maison est imaginaire acceptera n'importe quelle main qui propose de lui montrer où sont les poutres. Demain, dit June au téléphone. Pas de café. Je n'en bois pas. Il y a un diner sur la route 9, Lashmere Kitchen, après le magasin d'aliments pour animaux. 10 heures. Un diner. Grant Holloway semblait ravi, comme un chat est ravi. Couleur locale. Je le trouverai. Il le trouva. Il était déjà dans la banquette du coin quand elle entra, sortant de l'éblouissement blanc de l'été. Et tout l'endroit sentait la graisse de bacon, le café brûlé et le sirop sucré que quelqu'un avait renversé sur le comptoir et à moitié essuyé. Et Grant Holloway était assis au milieu de tout ça, dans une veste en lin couleur coquille d'huître, ressemblant à un homme photographié pour un magazine sur les hommes qui ne mangent pas dans les dîners. Il n'avait rien commandé. Il avait un porte-documents en cuir, jumeau de celui de Sébastien, fermé sur la table devant lui, et un verre d'eau qu'il ne buvait pas. Et il se leva quand elle entra, ce à quoi elle ne s'attendait pas, et il tira la banquette en vinyle d'un pouce, comme si c'était du velours. « Mademoiselle Merrick, merci. Vraiment. » Il attendit qu'elle s'assoie. « Vous êtes venue. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir. » Une serveuse que June connaissait depuis le lycée, une femme large et gentille nommée Pat, posa un verre de thé glacé sans qu'on le lui demande. Lança à Grant un regard à faire cailler le lait. June enroula sa main autour du verre froid et en sueur. « Vous avez dit des choses sur la lettre. Dites-les. Droit au but. J'aime ça. » Grant croisa ses mains manucurées. « Sébastien aime ça aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il vous a embauché au bord de l'eau, au lieu d'utiliser l'un des 4 spécialistes approuvés par le conseil, qui lui coûte une fortune. C'est un romantique, ce Sébastien. Bien qu'il vous retirerait votre licence si vous le traitiez de romantique. » Le sourire vacilla. « Dites-moi, quand il a signé ce petit sursis indéfini pour le cottage de votre mère, l'a-t-il signé en tant que Sébastien Vane, l'homme, ou en tant que Vane Holdings, l'entreprise? » June se figea. Au bout du comptoir, un cuisinier grattait la plaque de cuisson, un long cri de fer. C'était sa signature, dit-elle. Son nom? Son nom? Grant hocha la tête, patient, affligé, comme si elle avait presque bien résolu un problème d'arithmétique difficile. Mademoiselle Merrick, June. Puis-je? June. Savez-vous ce qu'est une clause de contrôle? Non, bien sûr que non. Pourquoi le sauriez-vous? Vous réparez des genoux. Vous êtes merveilleuse à ça, j'ai entendu dire. Il ouvrit le porte-document. À l'intérieur se trouvait une seule page, propre. Le genre de propreté qui coûte de l'argent, dense de clauses numérotées. Et il la tourna vers elle, comme Sébastien avait tourné les 4 phrases ce matin-là. June eut la sensation vertigineuse
de 2 hommes lui tendant 2 morceaux du même papier, depuis des extrémités opposées. Il y a 14 mois, Sébastien a eu un accident. Vous le savez. Ce que vous ne savez pas, c'est ce que cela a fait à l'entreprise. Pendant 6 semaines, personne ne savait s'il se relèverait, et encore moins s'il dirigerait quoi que ce soit. Et une entreprise de cette taille ne peut pas rester immobile pendant 6 semaines. Alors les partenaires, le groupe de bien-être, le capital derrière Ashmere, ont exigé une disposition. Une protection standard. Elle dit, dans les termes les plus simples que je puisse vous donner, que le contrôle des parcelles d'Ashmere reste entre les mains de Sébastien Vane, tant que Sébastien Vane est manifestement capable de diriger. Et elle nomme la démonstration. Le thé glacé transpirait sous la main de June. Elle ne toucha pas la page. Le gala, dit-elle. Le gala. Grant semblait presque fier d'elle. Une apparition publique, sur ses pieds, sans aide. Devant le conseil d'administration complet et les partenaires, à la date ou avant l'étape de financement. S'il y arrive, s'il entre sain et sauf, le retour, la photo, le contrôle restent siens. Et sa petite promesse de 4 phrases à votre mère vaut exactement ce qu'il dit qu'elle vaut. Il laissa passer un temps, et le dîner s'agita autour. Et s'il n'y arrive pas, alors les partenaires prennent les parcelles. Alors les partenaires exercent la clause, et le contrôle de la rive nord est transféré au groupe auquel je réponds. Et chaque acte de gentillesse indéfini, en attente d'examen, fait en 11 minutes, qu'il a jamais signé, devient un morceau de papier dans un dossier. Un dossier qui n'a plus aucune valeur légale. Grant ferme doucement le porte-document, comme un livre de poèmes. Je ne l'ai pas écrit pour être cruel, June. Je l'ai écrit pour protéger 800 millions de dollars de l'argent d'autres personnes de la mauvaise jambe d'un seul homme. C'est le document le plus raisonnable du monde. Il se trouve juste que cela signifie que la porte de votre mère ne dépend pas de la bonne volonté de Sébastien. Elle dépend de vos 41 jours. De vous. June était assise avec le verre froid, l'odeur de sirop et le cri de la plaque de cuisson, et elle fit de son visage un couvercle sur une marmite. Et à l'intérieur de la marmite, tout le matin bascula et glissa. Vous remettez ma jambe en état, et j'enlèverai la date de la porte de votre mère. Elle avait pensé que c'était un échange entre deux. Une chose privée, sa parole contre ses mains. Ça n'avait jamais été entre deux. Ça avait été entre ses mains et 800 personnes, et une salle pleine de partenaires, et une clause dont elle n'avait jamais entendu parler. Et Sébastien le savait, assis sur le banc de son père. Et il l'avait laissé croire que la porte était à lui. « Pourquoi me dites-vous ça ?» dit-elle. « Vous voulez que cette jambe échoue. Vous voulez la clause. Vous obtenez la rive nord à votre façon, selon votre calendrier, avec votre chantier, s'il ne peut pas marcher. Alors pourquoi conduire jusqu'à un dîner, pour me donner le seul fait qui me fera travailler 2 fois plus dur pour le guérir ?» Pour la première fois, Grant Holloway la regarda avec quelque chose qui ressemblait à un réel respect. La façon dont on regarde un adversaire qui a déplacé une pièce qu'on ne pensait pas qu'il pouvait voir. « Parce que je ne veux pas qu'il échoue, » dit-il doucement. « Je veux qu'il perde. » Il y a une différence, et c'est toute la différence. Il fit tourner le verre d'eau d'un lent quart de tour. Si sa jambe échoue, c'est un homme blessé, et tout le monde est désolé. Et l'histoire est une tragédie, et les tragédies rendent les investisseurs nerveux pendant des années. Si sa jambe fonctionne, s'il entre sain et sauf, et que la photo du retour est prise, et qu'ensuite il perd quand même la rive nord, proprement, sur les chiffres, parce qu'il s'est trop endetté, et que l'étape est arrivée, et que l'argent n'était pas là, ce n'est pas une tragédie, c'est une leçon, c'est le marché qui est le marché. Et personne n'est nerveux parce que l'homme fort a simplement fait une mauvaise affaire. Il sourit, et cela atteignit enfin ses yeux, ce qui était la pire chose que son visage ait faite de toute la matinée. Guérissez-le magnifiquement, June. S'il vous plaît, faites-le traverser cette pièce sur ses 2 jambes. Cela ne change rien à qui possède le cottage de votre mère de l'autre côté. Et cela me permet d'être le raisonnable. Je préférerais sincèrement être le raisonnable. Quelque part dans la cuisine, une assiette se cassa, et Pat jura confortablement. Et le matin ordinaire continua d'être ordinaire tout autour de la banquette. Où June Merrick comprit qu'elle avait été engagée pour gagner une course qui avait déjà été truquée. Elle se leva. Elle laissa le thé. « Vous avez oublié quelque chose, dit-elle. Vraiment. Vous m'avez dit tout ça comme si c'était un mur. » Elle repoussa la banquette en vinyle d'1 pouce, comme il l'avait tiré. « Mais vous avez conduit 90 minutes pour me le dire.
Les hommes raisonnables qui ont déjà gagné ne font pas ça. Alors quelque part dans votre belle page propre, Monsieur Holloway, il y a un clou que je n'ai pas encore trouvé. Et je lis les murs pour vivre. Elle prit ses clés. Merci pour le thé que je n'ai pas bu. Elle était arrivée à la porte quand il l'appela. Sans hâte, agréable. Et elle porterait cette phrase tout le long du chemin du retour. Demandez-lui, dit Grant. Qui détient le prêt sur le numéro 9? Demandez-lui ce soir, pendant que vous avez sa jambe entre vos mains et qu'il ne peut pas se lever et fuir la question. Demandez-lui ça et regardez sa mâchoire faire la chose. Il leva son verre d'eau d'un pouce, un petit toast sec. Vous verrez, je suis le plus honnête dans tout ça. Ça vous surprendra à quel point ça fait mal. La cloche au-dessus de la porte tremblait encore quand elle atteignit la chaleur du parking. Et tout le ciel blanc de l'été s'abattit sur elle d'un coup. Et June s'assit dans la Corolla, les sièges en vinyle brûlant à travers son jean et ses mains tremblant sur le volant. Et elle ne pleura pas, parce que pleurer était pour les gens qui pouvaient se permettre de prendre le temps. Elle y retourna cet après-midi-là, parce qu'elle avait dit 6 heures du matin et qu'il n'était pas 6 heures du matin. Et elle ne pouvait pas attendre que ce le soit. Elle se gara sur la route coupe-feu, par pure habitude, puis se souvint qu'elle avait maintenant le droit de passer le portail. Et détesta un peu la rapidité avec laquelle le corps apprend la permission. Le pavillon s'étendait, long, gris et scintillant sur le lac. Toutes ses vitres tournaient vers l'eau. Et June remonta à travers les bouleaux, dans la pleine chaleur verte de l'après-midi, avec des sauterelles qui s'échappaient des herbes devant ses pieds, et l'odeur de résine de pain chaude, épaisse comme du sirop. Et elle trouva Sebastian Vane exactement là où un homme comme lui n'aurait jamais dû être. Au bord de l'eau, seul sur le banc de son père, la canne posée sur ses genoux, les yeux fermés. Et son visage, pendant une seconde non gardée avant qu'il ne l'entende, ouvert comme une prière vers le soleil. Puis il l'entendit et le visage se ferma, de la même manière que la maison était plus froide que le jour. « Vous avez dit 6 heures, dit-il sans se tourner. Oui. Elle descendit le reste de la pente. Les planches du ponton étaient chaudes sous ses baskets, ramollies par le soleil, et le lac clapotait contre les pilotis en petits claquements fatigués de l'après-midi. J'ai rencontré votre directeur de développement pour le petit déjeuner. Ça l'a touché. Il tourna la tête lentement et la regarda, et les yeux plats et l'évaluateur remontèrent comme l'eau trouvant son niveau. Vraiment? Ashmere Kitchen. Il avait un porte-document comme le vôtre. Il n'a pas bu son eau, et je n'ai pas bu mon thé. Et c'était une conversation très chère pour 2 verres que personne n'a touché. June s'arrêta au bout du banc. Elle ne s'assit pas. Sur l'eau brillante, un seul plongeon flottait seul sur les vagues. Son partenaire quelque part dans les roseaux. Il m'a parlé d'une clause. Il m'a dit que la porte n'était pas à vous. Il m'a dit qu'elle était à moi, qu'elle dépendait de votre jambe, de votre gala et de 41 jours. Et que même si je vous guéris parfaitement, vous pouvez toujours perdre toute la rive nord sur les chiffres, et il sera là, à être raisonnable pendant que ça arrive. Elle observa sa mâchoire. Elle faisait la chose. Et puis il m'a dit de vous demander qui détient le prêt sur le numéro 9. Pendant un long moment, Sebastian Vane ne dit rien. Le plongeon appela doucement, et son partenaire répondit depuis les roseaux. Cette douleur à travers l'eau. Et June pensa à l'aiguille de sa mère s'arrêtant et repartant, s'arrêtant et repartant. « Asseyez-vous, dit-il finalement. Je préfère rester debout. June. » C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Juste son nom, pas de Mademoiselle Merrick pour la tenir à distance. S'il vous plaît. C'est difficile de dire la vérité à quelqu'un en levant la tête. On doit arquer le cou. Ça vous donne l'air sur la défensive quand vous êtes seulement honnête. Elle s'assit. Le banc était chaud de sa présence et du soleil, et elle détesta que ce soit confortable. Grant Holloway, dit Sébastien à l'eau. La façon dont il disait ces vraies choses. Ne vous ment pas. C'est la partie que vous devriez comprendre en premier. Parce que tout ce que je dirai ensuite sonnera comme si je le traitais de menteur. Et ce n'est pas le cas. La clause est réelle. Je l'ai signée il y a 14 mois, depuis un lit dont je n'étais pas sûr de me relever. Et je l'ai signée parce que si je ne l'avais pas fait, l'entreprise se serait effondrée en 1 semaine et aurait emporté 900 emplois avec elle. Et un homme qui se demande si sa jambe tiendra à nouveau n'est pas en position de force pour négocier. Alors oui, si je n'entre pas dans cette pièce sain et sauf, le contrôle de ces parcelles est transféré, et ma signature sur la porte de votre mère
se transforme en pièce de musée. Il retourna la canne sur ses genoux une fois. Cette partie est exactement aussi vraie qu'il l'a fait sonner. Et le prêt sur le numéro 9. Sa mâchoire. La chose. Elle la regarda et détesta Grant Holloway d'avoir raison. Les partenaires du bien-être détiennent les papiers de la rive nord. Sebastian dit « Tout. J'ai mis en garantie l'achat d'Ashmere contre le développement lui-même. Vous achetez une chose avec la promesse de ce que vous construirez dessus. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est ainsi que chaque grande chose a été construite. Mais cela signifie que jusqu'à ce que l'étape de financement soit franchie, je ne possède pas le numéro 9. Je possède le droit de décider de ce qui lui arrive. Et je possède ce droit seulement aussi longtemps que la clause dit que je suis apte. Alors quand je vous ai dit que j'enlèverais la date de la porte de votre mère, il s'arrêta. Pour une fois, l'homme efficace semblait choisir entre deux phrases difficiles et trouver les deux coûteuses. Je vous ai dit la chose la plus vraie et la plus solide que je pouvais dire ce matin-là. Je ne vous ai pas dit à quel point c'était précaire. Vous m'avez laissé le dire à ma mère. La voix de June ne s'éleva pas. C'était le pire, à quel point elle restait égale. Je me suis assise sur son porche et j'ai mis vos 4 phrases dans son panier à raccommodage. Et je l'ai regardé les plier le long des mêmes plis que la vie. Et je l'ai laissé croire que la porte était en sécurité, parce que vous m'avez laissé le croire. Vous connaissiez la clause. Vous saviez que ça dépendait d'un gala, d'une jambe, d'une étape, et d'une salle pleine d'hommes qui veulent que vous perdiez. Et vous m'avez laissé sortir de votre maison et le lui apporter directement, comme si c'était un terrain solide. Oui, dit Sébastien. Je l'ai fait. Et voilà encore, ce oui plat et sans excuse qui, sur le ponton à l'aube, avait semblé être un cadeau chaleureux. Il ne semblait pas chaleureux maintenant. Il ressemblait à une porte se fermant exactement là où se trouvait sa main. « Pourquoi ?» dit-elle. « Parce que c'était la chose la plus vraie que je pouvais vous donner. Et je voulais... » Il s'arrêta. Sa main se serra sur le pommeau de la canne jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Et June, qui lisait les corps pour vivre, vit la chose qu'il ne pouvait pas dire arriver dans sa main, au lieu de sa bouche. « J'ai passé 14 mois, dit-il à voix basse, à être géré par des gens qui ne me disent que les parties de la vérité qui me calment. Grant le fait. Mes médecins le font. Mon conseil d'administration le fait magnifiquement. Et ce matin, une femme que j'avais chassée d'un lac a lu mon genou à travers 10 mètres d'eau et m'a dit la différence entre ce qui faisait mal et ce qui me faisait peur. Et j'ai pensé pendant environ 11 minutes, June. Exactement le temps qu'il a fallu pour signer cette page. J'ai pensé que si je lui donnais quelque chose de vrai, même une chose vraie et précaire, elle me rendrait quelque chose de vrai en retour. Et elle l'a fait. Elle a ramené l'honnêteté de mon propre directeur de développement. Elle l'a déposé sur ce banc et m'a demandé pourquoi. C'est plus de vérité que je n'en ai eu en un an. Il la regarda et la salle de conseil avait entièrement disparu de son visage. Et ce qu'il y avait en dessous était pire, parce que c'était jeune, fatigué et que ça voulait quelque chose. Alors, non, je ne vous ai pas dit à quel point c'était précaire, parce que j'avais peur que si vous le voyiez, vous vous arrêtiez. Et que je retourne à être géré, c'est la réponse laide. Je n'en ai pas de meilleure. Les plongeons appelèrent. La chaleur s'abattit. Et June Merrick s'assit sur le banc de son père, à côté de l'homme qui possédait toute sa rive. Et elle comprit qu'elle était dans une situation bien pire que la clause. Parce que la clause, elle pouvait la lire. Et ça, elle ne le pouvait pas. « Montrez-moi la jambe, dit-elle, parce que c'était la seule chose vraie qu'elle avait. » Et elle se leva et ne le laissa pas voir ses mains. Elle le fit travailler là, sur le ponton, dans la lumière dorée de l'après-midi. Parce qu'il ne voulait pas monter à la salle de sport et qu'elle ne l'y forcerait pas. Et il s'avéra que c'était la bonne pièce, après tout. Les planches chaudes, le bruit de l'eau, la jambe se détendant dans la chaleur, comme une jambe ne se détend pas dans la climatisation et l'acier. Elle s'agenouilla sur sa serviette pliée devant le mauvais genou, et posa ses mains dessus et sentit les 14 mois de protection sous ses pouces. Et elle se força à n'être que ses mains, que sa voix, que le travail, parce que le travail était le seul endroit où on ne lui avait jamais menti. « Poussez dans ma main, dit-elle, pas fort, honnêtement. Donnez-moi la force que vous avez réellement, pas celle que vous voulez que je pense que vous avez. Il y a une différence? Il y a toujours une différence. C'est toute ma profession. » Elle sentit la jambe pousser, et c'était plus qu'hier. Un vrai 10% de plus. Le muscle au-dessus du genou
se souvenant qu'il avait le droit de se contracter. Voilà. Vous sentez ça? C'est votre quadriceps qui se réveille. Il a dormi à son poste pendant 1 an parce que vous lui avez appris qu'on ne pouvait pas faire confiance aux genoux. Il commence à vous croire à nouveau. Et s'il a tort, dit-il légèrement, mais elle sentit la jambe se tendre sous la question. Si je le fais me croire complètement, et qu'ensuite il me lâche devant 800 personnes, alors vous tomberez dans la pièce la mieux éclairée de l'État. Et je serai assez proche pour vous rattraper, dit June avant de l'avoir décidé. Et elle sentit la jambe s'immobiliser sous ses mains. Et elle leva les yeux et le trouva la regardant avec une expression qu'elle n'avait absolument aucune case pour classer. « Vous me rattraperiez, dit-il. Je rattraperai n'importe qui. » C'est un réflexe. Elle se remit au travail pour ne pas avoir à soutenir son regard. « Ne vous flattez pas, Van. Vous n'êtes qu'un genou pour moi. » Un genou très endetté et très têtu. Et Sébastien Van rit. Ce n'était pas un grand rire, un son court et rauque, rouillé, comme une charnière qui n'avait pas tourné depuis 1 an. Et cela sembla le surprendre plus qu'elle, sa main se levant à mi-chemin de sa propre bouche comme pour vérifier que c'était bien la sienne. Mais c'était un rire, le vrai, le muscle retrouvant enfin la mémoire. Et dans les roseaux, un plongeon s'envola de l'eau, surpris par le son. June se rassit sur ses talons sur le ponton de son père et sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre, quelque chose qu'elle comptait bien garder serré. « Voilà, dit-elle quand elle le put. C'est la première chose que vous avez faite de toute la journée qui n'était pas calculée. Faites ça au gala et personne ne regardera votre jambe. Ça, dit Sébastien, encore à moitié étonné de lui-même, c'est le pire conseil médical pour lequel j'ai jamais payé. Vous ne me payez pas pour le conseil. Vous me payez pour le genou. Le conseil est gratuit, et vous en avez pour votre argent. » Elle se leva et ramassa sa serviette. Le soleil s'allongeait, cuivré sur les pins, exactement comme il s'était levé cuivré ce matin-là. Une journée entière s'était écoulée. Et pendant 1 minute traîtresse, June oublia la clause, le dîner et l'aiguille de sa mère. Se tint simplement sur le ponton chaud avec un homme qui venait de rire pour la première fois en 1 an, et laissa les choses être ainsi. Puis la cloche de laiton d'Odessa sonna en haut de la colline. 3 coups brefs et la minute prit fin. Le souper, dit Sébastien, se levant difficilement, honnêtement. La canne, le souffle. Mais elle remarqua. Elle ne pouvait pas ne pas remarquer que le souffle venait un demi-pouce plus facilement que ce matin-là. Elle aura mis une place pour vous. Elle l'a dit ce matin avant que je ne décide de vous garder. Odessa décide de mon personnel environ 1 semaine avant moi et me laisse penser que c'est moi qui l'ai fait. Je ne peux pas rester pour le souper. Pourquoi pas? Parce que, dit June, et elle ne put finir. Parce que la fin honnête de la phrase était « Parce que si je m'assois à votre table et que vous riez à nouveau, je vais oublier ce que votre directeur de développement m'a dit dans un diner. Et je ne peux pas me permettre de l'oublier. Ma mère ne peut pas se permettre que je l'oublie. Elle dit à la place « Parce que je dois aller dire à ma mère que la porte est plus précaire que je ne l'ai dit. » Ce qui est une chose que je préfère faire ce soir, plutôt que de la laisser découvrir par un avis bleu demain. Ça a fait mouche. Elle le regarda comprendre. Le calendrier n'a pas bougé. Sébastien dit, « Vous avez ma parole que... Ne faites pas ça. » Elle le dit doucement, comme elle avait dit, « Ne faites pas ça sur le ponton à l'aube à propos de la clôture. Ne me donnez pas votre parole maintenant. Votre parole a eu une longue journée. Donnez-la-moi demain à 6 heures, quand nous aurons tous les deux dormi, et je la croirai davantage. » Elle jeta la serviette sur son épaule. « Mangez votre souper. Dormez. Mettez de la glace sur le genou. 20 minutes, pas 40. Vous en ferez trop pour prouver quelque chose et nous retarderez. 6 heures du matin. » Elle était à mi-chemin de la pente à travers les bouleaux. Les sauterelles crépitaient, la lumière devenait ambrée quand il l'appela. Pas comme Grant l'avait appelé. Pas un clou attendant d'être trouvé. Mais quelque chose de plus rauque et de moins pratiqué. Un homme qui avait épuisé sa réserve de protection pour la journée. June. Elle s'arrêta, se retourna. Il se tenait au pied du ponton avec le lac brûlant d'or derrière lui. Une main sur la canne, l'autre lâche à son côté. Le clou que Grant vous a dit de chercher dans sa page propre. Une pause, les plongeons. Toute la soirée dorée. Il y en a un. Il a raison sur ce point. Mais il n'est pas dans sa page. Il est dans la mienne. Et avant qu'elle ne puisse demander, il se tourna et remonta le sentier opposé vers la maison. Lentement, prudemment et sans aide pour les 3 derniers pas.
et la laissa debout dans les bouleaux, avec une phrase qui l'empêcherait de dormir. Sa mère prit la nouvelle comme elle prenait tout. Elle la plia en un petit carré et alla au géranium. Mais cette fois, June la suivit dehors dans le soir bleu. Dans l'odeur de terre arrosée et de feuilles écrasées, et le lac devenant violet au-delà du hangar à bateaux affaissés. Et elle se tint à côté d'elle, près du parterre de fleurs, tandis que l'arroseur cliquetait sur la pelouse du voisin et que les premières chauves-souris fendaient le crépuscule. Donc ce n'était jamais à lui de le donner, dit Ellen, en pinçant une fleur fanée d'un géranium. Et June tressaillit au mot ordinaire et le laissa passer. La porte. Ce n'était jamais la sienne. C'était celle des partenaires depuis le début, et il t'a laissé penser que c'était un cadeau de sa part. Oui. Et maintenant, tout dépend de toi, que tu guérisses l'homme qui l'a prise. Ellen posa la fleur fanée sur la rampe du porche, avec soin, comme si c'était important, pour qu'il puisse entrer dans une fête et garder le contrôle assez longtemps pour que sa signature sur notre porte signifie quelque chose. Et même alors, il pourrait la perdre, sur les chiffres. Elle ferma le tuyau d'arrosage. Le cliquetis s'arrêta. Le soir devint très calme. Juste les chauves-souris, les plongeons lointains et une porte moustiquaire qui claque quelque part sur la rive. Je veux être en colère contre lui, June. J'ai eu 11 mois de pratique pour être en colère contre ce nom. C'est le seul exercice que je ne saute jamais. Elle regarda sa fille dans la lumière bleue. Mais tu es rentré aujourd'hui avec ton visage faisant une chose que je ne l'avais pas vu faire depuis que ton père était sur ce porche. Alors avant de décider à quel point être en colère, j'ai besoin que tu me dises une chose honnête. Et j'ai besoin que tu ne me gères pas. Est-ce que tu guéris la jambe de cet homme pour la porte? Une pause. Douce, terrible. Ou est-ce que ça a commencé à être pour lui? Et June Merrick, qui lisait la chose sous la chose pour vivre. Qu'il avait entendu en Sébastien, en Grant et en Odessa, et dans l'aiguille de sa propre mère qui s'arrêtait, se tint dans l'obscurité des géraniums et découvrit que le seul corps qu'elle n'avait jamais pu lire était le sien. « Je ne sais pas, dit-elle. C'était la chose la plus vraie qu'elle ait dite de toute la journée. Et ça me fait plus peur que la clause. » Ellen la regarda un long moment, puis elle tendit la main dans le noir et glissa une mèche de cheveux secs derrière l'oreille de sa fille. Le vieux geste, le geste de la petite fille, et sa main tremblait. « C'est ce dont j'avais peur, » dit-elle. « C'est exactement ce dont j'avais peur. » June ne dormit pas. Elle resta dans son lit d'enfant dans le cottage bleu. La fenêtre ouverte sur le lac, les plongeons et le petit clapotis fatigué de l'eau contre les pilotis que son père avait enfoncés. Et elle retourna la phrase de Grant et la phrase de Sébastien encore et encore. Les clous dans sa page, pas la mienne. Et vers 2 heures du matin, quand la lune avait traversé la fenêtre et posé une barre de lumière froide sur le panier à raccommodage, où les phrases pliées en 4 reposaient sur la tête d'oreiller déchirée. Son téléphone s'alluma sur la table de nuit. Bleu silencieux, un texto, l'indicatif de la ville. Grant ne pouvait pas dormir non plus, ni les partenaires. La revue de l'étape a été avancée. Ils veulent que la décision sur la rive nord soit résolue avant le gala, pas pendant. Sébastien recevra la lettre lundi. Ça donne à vos 41 jours environ 19. J'ai pensé que vous voudriez l'entendre de la part de l'honnête. Une pause. Les 3 points. Puis, il va vous dire que ça ne change rien. Regardez sa mâchoire quand il le fera. June s'assit dans la lumière froide de la lune, le téléphone dans sa main tremblante, et les plongeons appelant sur l'eau noire. Et elle comprit que la course n'avait pas seulement été truquée. Elle avait été raccourcie dans le noir, pendant que tous ceux en qui elle avait confiance et tous ceux en qui elle n'avait pas confiance dormaient, ou pas. Et que quelque part de l'autre côté du lac, dans la longue maison grise, un homme qui avait ri cet après-midi-là pour la première fois en 1 an, ne savait pas encore que ces 41 jours étaient devenus 19, et que c'était elle qui allait devoir descendre sur le banc de son père à 6 heures du matin et le lui mettre entre les mains. Elle regarda les phrases pliées dans la barre de clair de lune. Elle regarda le téléphone. Et pour la première fois depuis qu'une voix sur un ponton lui avait dit de sortir de son lac, June Merrick ne savait pas lequel des 2 hommes de sa vie était le mur et lequel était le clou. Et elle sut, avec un froid qui n'avait rien à voir avec l'eau, qu'elle avait jusqu'à lundi pour le découvrir. Avant que cela n'ait plus aucune importance. Elle descendit à 6 heures, parce qu'elle avait dit 6 heures. Et parce qu'une femme qui ne tient pas une promesse sur 1 heure n'a aucune légitimité à demander à un homme de croire une promesse sur une porte. La route coupe-feu était argentée de rosée, et les bouleaux goûtaient. Et le lac en contrebas reposait sous une peau de brume,
si immobile qu'il semblait couler. Sébastien était déjà sur le banc de son père. Il l'avait devancé. Il était appuyé contre l'accoudoir, sans s'y cramponner, et il ne dormait pas. Et quand elle descendit le reste de la pente à travers l'herbe mouillée, il ne tourna pas la tête. « Vous êtes en avance, dit-il. Vous aussi. » Elle s'assit. Les planches étaient froides cette fois, trempées de rosée. La chaleur d'hier les avait quittés pendant la nuit. Un héron se tenait dans les bas-fonds près des roseaux, gris sur gris, patient comme un poteau. Grant m'a envoyé un texto à 2 heures du matin. Sa mâchoire a fait la chose. La revue de l'étape a été avancée, dit June, et elle prit sa voie de travail. Celle qui transportait les mauvaises nouvelles à travers une salle de traitement sans les laisser déborder. Les partenaires veulent que la rive nord soit résolue avant le gala, pas pendant. Il dit que vous recevrez la lettre lundi. Il dit que vos 41 jours viennent de devenir 19. Elle observa le côté de son visage. Il m'a dit de regarder votre mâchoire quand vous me diriez que ça ne changeait rien. Sébastien resta silencieux un moment. Un poisson sauta et la brume sur l'anneau frissonna et se referma. Ça ne change rien, dit-il. Et puis, avant qu'elle ne puisse pointer sa propre mâchoire, il se tourna et la regarda. Et à sa surprise, le coin de sa bouche s'était relevé. Pas le muscle fantôme cette fois. Quelque chose de plus sombre et de plus éveillé. Voilà. Est-ce qu'elle a fait la chose? Elle a fait la chose. Bien. Elle devrait. Parce que Grant vient de faire le pire mouvement de sa carrière et il ne le sait pas encore. Et j'aimerais beaucoup le voir atterrir de près. Il prit la canne, la retourna sur ses genoux. Vous m'avez demandé le clou dans sa page propre. Je vous ai dit qu'il n'était pas dans sa page. Il était dans la mienne. Le voulez-vous maintenant ou voulez-vous d'abord travailler la jambe? Maintenant. Très bien. Il posa la canne. Le héron s'envola sans hâte et s'éloigna bas sur l'eau. Et toute la crique sentait l'herbe froide, le cèdre mouillé et le fer minéral de la brume. Il y a 14 mois, j'ai signé une clause qui dit que le contrôle des parcelles d'Ashmere reste mien, tant que je peux démontrer que je suis apte à diriger. Vous connaissez cette partie. Grant l'a écrite. Il en est fier. C'est une pièce de cruauté élégante, et je le dis en tant que professionnel. Mace Grant l'a écrite pour prouver un négatif. Il a construit tout ça pour attraper un homme qui ne pouvait pas marcher. Il n'a jamais considéré ce que cela fait pour un homme qui peut. Qu'est-ce que ça fait? La clause de démonstration. La voix de Sébastien était devenue très égale. La salle de conseil et le lac en même temps. Le matin où j'entrerai dans cette pièce sans aide, devant le conseil complet et les partenaires. Je ne garde pas seulement le contrôle pour une fenêtre de temps. 72 heures, c'est écrit. Je détiens une autorité unilatérale sur chaque parcelle de cette rive. Signature unique. Pas de vote du conseil, pas de consentement des partenaires. C'était censé permettre à un homme rétabli de rassurer le marché, de redonner vie au développement, de commencer les travaux que Grant voulait. Il regarda l'eau. Ça permet aussi à un homme rétabli de céder toute la rive nord en un après-midi. Les 9 cottages, les céder de façon permanente aux familles qui y vivent, avant qu'un seul partenaire ne puisse lever la main pour l'arrêter. June resta très immobile sur le banc froid. Dans les roseaux, un plongeon appela doucement, testant le matin. « C'est ça le clou, » dit-elle lentement. « Vous guérissez. Vous marchez. Et la clause qu'ils ont écrite pour prouver que vous êtes fort est la seule clause qui vous permet de tout donner. C'est ça le clou. Et qu'est-ce que ça vous coûte? Sa mâchoire à nouveau. Mais elle comprit maintenant que ce n'était pas de l'évasion. C'était de l'arithmétique. Le genre honnête. Le genre qui fait mal. Tout. Sébastien dit simplement, la rive nord est la garantie. C'est ce sur quoi j'ai mis l'entreprise en gage. Si je la cède, l'étape de financement ne peut pas être atteinte. Et quand l'étape ne peut pas être atteinte, le contrôle de Vane Holdings passe aux partenaires. Je garde la rive, June, et je perds l'entreprise. Toute l'entreprise, la chose qui porte mon nom. Il se tourna vers elle, et la chose jeune, fatiguée et désireuse était de nouveau sur son visage, sans phare, offerte. Alors, non, ça ne change rien. Ça change tout. Grant vient de réduire mes 41 jours à 19. Et en faisant ça, il m'a dit l'heure exacte à laquelle il va perdre. Grant vint lundi en personne, ce qui était un aveu en soi. June était sur le ponton avec la jambe quand la voiturette de golf descendit à travers les bouleaux, et Grant Holloway en sortit dans une veste couleur de nuage d'orage. Porte-documents sous le bras, téléphone déjà à la main. Il ne vint pas sur le ponton.
Il se tint au bout de la rive, sur l'herbe de son père, et il leur sourit comme s'il les avait trouvés en train de faire quelque chose de touchant et de légèrement embarrassant. « Il y a une lettre, dit-il, en brandissant une enveloppe épaisse, crème et chair. La résolution des partenaires. La revue de l'étape est déplacée à jeudi matin, le jour du gala, avant l'ouverture des portes. Tout est très correct. 4 signatures. » Il laissa planer. « Je l'aurais fait livrer par coursier, mais je voulais voir la pièce, pour ainsi dire. »« Jeudi, » dit Sébastien. Il était assis sur le banc, la jambe tendue sur la serviette où June l'avait laissée. Et il ne se leva pas. Et June comprit que ne pas se lever, devant Grant, était la chose la plus coûteuse qu'il pouvait choisir de faire. « Vous avez été bien occupé pour un homme qui m'a dit que le calendrier était fixé. » Le calendrier était fixé. Les circonstances l'ont déplacé. Le sourire de Grant ne s'élargit pas. Les partenaires sont nerveux. Sébastien, un chef blessé, et une fille du lac avec une serviette pliante. Vous pouvez voir comment ça rend en photo. Ils aimeraient que la rive nord soit réglée avant que 800 personnes ne vous regardent essayer de traverser une salle de bal. Il tourna son sourire vers June. Doux, terrible. Sans vouloir vous offenser, mademoiselle Merrick. Je suis sûr que vous avez fait des merveilles, mais les merveilles ne sont pas un bilan. Je ne le prends pas mal. June dit, les merveilles ne le sont pas. Vous avez raison sur ce point. J'ai raison sur la plupart des choses. Il tapota l'enveloppe contre sa paume. Jeudi matin, l'étape arrive à échéance. Le déficit de financement est de 11 millions, Sébastien. Et ce n'est pas dans l'entreprise, et nous savons tous les deux que ce n'est pas dans l'entreprise. Parce que c'est moi qui ai passé la dernière année à m'assurer que ce ne le serait pas. Quand il n'est pas comblé, le contrôle est transféré. Proprement sur les chiffres. Et ensuite, vous pourrez entrer dans ce gala sur vos 2 jambes comme un phénix si vous le souhaitez. Vous serez un homme en très bonne santé qui possédait autrefois une entreprise. Il posa l'enveloppe sur l'herbe, la cala avec une pierre. De la façon dont on laisse une chose pour une personne qu'on a décidé être déjà partie. Je vous ai bien dit que je préférais être le raisonnable. Pendant un moment, personne ne parla. Le lac clapotait contre les pilotis. Une libellule était suspendue entre eux 3, bleue comme une allumette craquée. Exactement là où une s'était suspendue le premier matin. Et June pensa, il ne connaît pas la clause. Il l'a écrite et il l'a oubliée. Parce qu'il ne l'a jamais lue que comme une cage et jamais comme une porte. Grant, dit Sébastien. Jeudi matin. Avant les portes. Avant les portes. Bien. Sébastien se pencha sans hâte, ramassa sa canne et se leva, difficilement, honnêtement. Le souffle retenu puis relâché, et il se tint sur le ponton sous le soleil du matin, une tête de plus que l'homme qui l'évaluait. Je vous verrai là-bas. Apportez la résolution. Apportez les partenaires. Apportez les 4 signatures. Le muscle fantôme. Apportez un stylo. Grant le regarda un instant de trop. Quelque chose traversa son visage beau et sans souci. La première lueur d'un homme qui a entendu un plancher grincer dans une maison qu'il pensait vide. Puis ça s'apaisa. « Jeudi, dit-il. » Et il remonta dans la voiturette et s'éloigna à travers les bouleaux. Et laissa l'enveloppe crème sous sa pierre sur l'herbe de Tom Merrick. June la regarda. Elle ne la ramassa pas. « Il a entendu quelque chose à l'instant, » dit-elle à la fin. « Il ne sait pas quoi, mais il l'a entendu. » Il a entendu un plancher grincer. Sébastien se rassit sur le banc. Travaillez la jambe. June, jeudi, je dois traverser une pièce devant les seules personnes sur Terre qui espèrent que je ne le peux pas. Et j'ai 19 jours pour faire un genou. Oubliez 14 mois de peur. Il tendit la main, paume vers le haut, sur la jambe. Le geste qu'il avait appris d'elle. Le geste, donnez-moi la force honnête. Apprenez-lui la différence entre ce qui fait mal et ce qui fait peur. Vous avez dit que vous le feriez. La nuit avant le gala, elle faillit ne pas y aller. Elle s'assit sur le porche du numéro 9 dans le crépuscule bleu, avec les géraniums flamboyants et le hangar à bateau agenouillé derrière elle. Et la peur monta de l'eau comme la brume, silencieuse et totale. Et elle portait la voix de sa mère. La gentillesse d'un homme qui te possède n'est pas une qualité. C'est la météo. 19 jours d'aube sur le banc de son père. 19 jours d'un genou apprenant à faire confiance à ses mains. Un rire rouillé qui avait fait s'envoler un plongeon des roseaux. Et sous tout cela, une question qu'elle n'avait pas pu se résoudre à poser. Parce qu'elle avait trop peur de la forme de la réponse. Elle la posa à voix haute maintenant, à l'arroseur qui cliquetait sur la pelouse du voisin. Et si la porte n'avait été qu'un moyen de me faire travailler? Parce que c'était la pire lecture
et elle se força à la tenir. Et si la guérison était tout? Et si un homme seul et endetté avait trouvé une femme sur son eau qui le lisait comme personne d'autre, et avait appris que le moyen le plus sûr de la faire le guérir 2 fois plus fort était de suspendre le toit de sa mère au résultat? Et si la clause, le sacrifice, le clou? Et si tout n'était que la gestion la plus élégante de toutes? Et elle, la dernière spécialiste dans une maison pleine d'entre eux, celle qui avait été si bien gérée qu'elle avait confondu cela avec être vue. Peut-être qu'il avait vraiment juste besoin de sa jambe. Peut-être qu'il avait vraiment utilisé le seul levier qu'elle ne pouvait pas ignorer. Peut-être que chaque chose vraie qu'il avait dite à l'eau avait été dite, sachant qu'elle était assez proche pour entendre. Son téléphone s'alluma. Grant, bien sûr. Grand jour demain. Quoi qu'il vous ait promis à propos de cette rive, demandez-vous pourquoi il avait besoin de vos mains pour la garder. Dormez bien. Elle retourna le téléphone sur la rampe peinte et chaude. Sur la rive, les plongeons appelaient dans le noir, de partenaire à partenaire. Cette douleur qu'elle avait aimée toute sa vie. Et pour une fois, cela ne la réconforta pas. Sa mère sortit avec 2 tasses de thé, en posa une à côté d'elle, et ne demanda rien. Et June dit dans le noir, « Je pense que je dois y aller demain sans savoir. Je pense que c'est la seule façon honnête d'entrer. » Sans être sûre de lui, en lisant la pièce à froid, elle enroula ses 2 mains autour de la tasse. « Si j'y vais en le croyant déjà, je ne peux pas voir clair. Et quelqu'un dans cette pièce aura besoin que je voie clair. » Hélène resta silencieuse un long moment. Puis elle tendit la main dans le noir et glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. Et cette fois, sa main était ferme. « Ton père y serait allé, dit-elle. Ce n'est pas un réconfort, ma chérie. C'est juste vrai. Il y serait allé sans savoir, aurait lu la pièce et fait ce qu'il fallait. Et ça lui a coûté tout ce qu'il avait, c'est-à-dire une poignée de main et un cottage. Vas-y, dit-elle en se levant, les tasses cliquetant. Mais mets-la verte. Si tu vas dans la salle de bal d'un homme riche pour savoir s'il est honnête, fais-le dans quelque chose qui les oblige à te regarder. La salle de bal était tout en verre et en or, avec 800 personnes dans des vêtements qui coûtaient plus cher que le cottage, et June y entra dans la robe verte que sa mère avait repassée avec le bon fer. Et toute la pièce sentait les lys, le champagne et l'électricité froide particulière de l'argent. Sondant de voir si un homme pouvait marcher. Ils étaient rassemblés près des portes du fond, les partenaires, 4 d'entre eux, argentés et impeccables. Le conseil d'administration derrière, et Grant Holloway au centre, en lin couleur huître. Téléphone à la main, l'enveloppe crème sur la table du podium, à côté d'un seul stylo. Tout était mis en scène, tout était à lui. Un rendu était posé sur un chevalet derrière lui. La rive nord réimaginée, les cottages disparus. Un long pavillon de bien-être blanc là où le numéro 9 se tenait depuis 60 ans. Il l'avait apporté en avance. Il le voulait sur la photo. Mademoiselle Merrick. Il la trouva tout de suite, traversant les lys pour la rejoindre. Ravi que vous soyez venu en vert. Rien de moins. Vous vous êtes habillé pour une victoire. J'espère que ce sera la mienne. Il baissa la voix au registre chaud et confidentiel qui lui avait coûté une nuit blanche. Il n'est pas encore là. 19 jours et une fille avec une serviette, et l'homme ne peut même pas arriver à l'heure à son propre enterrement. Il se reprit, ajusta, imperturbable, son propre couronnement. Quoi qu'il en soit, il sera là. June dit, le déficit est de 11 millions. June, il est 10h58. Dans 2 minutes, l'étape arrive à échéance et elle n'est pas atteinte. Et rien de ce qui se passera après, peu importe avec quel drame il entre en boitant, ne changera les chiffres. Je vous l'ai dit au diner. Guérissez-le magnifiquement. Ça ne change rien à qui possède votre mère. La pièce bougea. Un son la traversa. Un tournant de 800 têtes, et June se tourna avec elle. Et là, en haut du large escalier doré, se tenait Sébastien Vane, en noir. Pas de canne, une main lâche à son côté, et l'autre reposant sur la rampe. Pas pour le poids, mais pour la grâce. Et il descendit les escaliers dans la lumière sur ses 2 jambes, sans boiter, sans s'appuyer. Le quadriceps qu'elle avait réveillé, se contractant sous lui à chaque pas honnête. Et il traversa toute la longueur de cette immense pièce. Tandis que les partenaires regardaient, et que le conseil regardait, et que le beau visage de Grant Holloway devenait du gris exact de la peur contenue. Et il ne regarda pas une seule fois sa jambe, et personne d'autre non plus. Parce qu'il souriait, la vraie chose,
le muscle qui avait retrouvé la mémoire. Il s'arrêta au podium. Il regarda les 4 partenaires argentés. Il regarda le rendu du pavillon où se trouvait autrefois le cottage bleu. Et puis, sans hâte, il prit le stylo. « Il est 10h59, dit Grant. « Trop vite, intervenant. Sébastien, quoi que tu penses, l'étape est due à 11 heures. Le financement n'est pas dans l'entreprise, je sais. » La voix de Sébastien partait sans s'élever. La voix du ponton, celle qui n'avait jamais eu besoin d'être élevée. « Tu t'en es bien assuré. C'était du bon travail, Grant. Sincèrement, tu as construit une belle cage. » Il retourna l'enveloppe crème, en sortit la résolution, jeta un coup d'œil aux 4 signatures, la posa. « Tu as juste oublié que c'était toi qui avais écrit la serrure, et tu ne l'as jamais lu que d'une seule façon. » Il sortit un document plié de l'intérieur de sa veste et le posa à plat sur le podium. « La clause de démonstration, dit-il au partenaire, maintenant à la salle. Page 11 de la clause que M. Holloway a rédigée. Le matin où j'entrerai dans une assemblée générale sans aide et apte à diriger. Je détiens une autorité unique et unilatérale sur les parcelles d'Ashmere pendant 72 heures. Pas de vote du conseil, pas de consentement des partenaires. C'était censé me permettre de vous rassurer. » Il cliqua le stylo. Je l'ai lu différemment, et avec 800 personnes qui regardaient, le rendu du pavillon sur son épaule et l'horloge à 10h59, Sébastien Vane céda la rive nord. Les 9 cottages cédaient de façon permanente aux familles qui y vivaient. Le bleu avec le hangar à bateaux effondré en premier. Le nom qu'il avait appris sur un ponton à l'aube, épelé dans sa signature noire et dure. Merrick, numéro 9. Ce qui signifie, dit-il en rebouchant le stylo dans le silence retentissant, qu'à 11 heures, l'étape arrive à échéance, contre une garantie que je ne détiens plus. Et le contrôle de Vane Holdings vous est transféré, comme écrit, sur les chiffres. Il regarda les 4 partenaires, puis enfin Grant. « Tu voulais que je perde, je t'ai entendu. Alors j'ai choisi la chose à perdre. Le muscle fantôme, puis il passa. Le vrai, ce n'était pas la rive. » Grant Holloway se tenait dans l'odeur de lys, son téléphone éteint dans sa main, et toute la salle se tournait pour regarder l'homme qui venait de donner un empire pour garder un lac. Et il ouvrit la bouche, et pour la première fois depuis que June l'avait rencontré, rien d'agréable n'en sortit. « Tu as donné l'entreprise !» dit-il. Sa voix était faible. « Tu l'avais. Tu es entré sain et sauf. Tu avais le contrôle pendant 72 heures. Tu aurais pu signer pour le pavillon et tout garder, et j'aurais. » Il s'arrêta. La salle l'entendait. Il s'entendit lui-même. « Tu l'aurais démantelé de l'intérieur de toute façon, » dit Sébastien sans chaleur. « Je sais. Tu la démantèles depuis 1 an. Tu m'as surendetté exprès. Tu as déplacé la revue pour me prendre de court. Tu as conduit 90 minutes jusqu'à un dîner pour tendre un couteau à ma thérapeute et appeler ça de l'honnêteté. C'était très bien, Grant. Ça a presque marché. » Il se tourna vers les 4 partenaires. « Vous aurez l'entreprise. Vous l'aurez aussi, lui. Je lirai très attentivement ces 12 derniers mois de paperasse avant de décider de laquelle de ces 2 choses vous êtes le plus heureux. » L'une des partenaires argentées, une femme au visage de livre de compte fermé, regardait déjà Grant différemment. Ce fut tout son karma. À la fin, pas une chute, juste 800 personnes et 4 signatures. Regardant un homme raisonnable découvrir que la salle l'avait recalculé. Il rassembla son porte-document. Il ne prit pas le stylo. Il sortit à travers les lys, seul. Et les portes se refermèrent doucement derrière lui, et personne ne bougea pour les retenir. June n'avait pas bougé de là où elle se tenait. Son cœur battait, comme il avait battu sur le ponton à l'aube, et pas à cause du froid. Sébastien descendit du podium, comme il était descendu des escaliers, sans aide, et traversa la pièce jusqu'à elle, à travers la foule qui s'écartait, et s'arrêta à une longueur de bras. Et pour un homme qui venait de tout donner ce qui portait son nom, il avait l'air, pensa-t-elle absurdement, soulagé. Plus jeune, fatigué, éveillé. « Tu ne savais pas, dit-il. Ce n'était pas une question. En venant ce soir, tu ne savais pas si je le ferais. Tu es entré en me lisant à froid. Je devais. » Sa voix n'était pas tout à fait stable, et elle la laissa ne pas l'être pour une fois, dans une salle pleine d'étrangers. « Si j'étais entré en te croyant déjà, je n'aurais pas pu voir clair. Et quelqu'un dans cette pièce allait avoir besoin que je voie clair. » Elle déglutit. « J'ai pensé,
Je me suis laissé penser que la porte n'aurait peut-être été qu'un moyen de me faire travailler, que tout ça n'était que la gestion la plus élégante dans une maison qui en était pleine. Je me suis forcé à tenir ça toute la nuit. Et maintenant, elle le regarda. Elle le lut comme elle lisait l'eau, comme elle lisait la météo sur une crique. La main lâche, le souffle honnête, les yeux sans plus aucune salle de conseil, sans plus aucun livre de compte derrière. Seulement la chose qui était sous la chose depuis le premier matin. Offerte maintenant sans rien retenir, sans rien couvrir. Maintenant, je pense que tu viens de tendre à une salle pleine des personnes les plus puissantes de l'État. Un rendu de la maison de ma mère en train d'être démolie, dit-elle. Et que tu la lui as rendu à la place, en perdant une entreprise pour le faire. Et tu es là, debout, avec l'air d'un homme qui a posé quelque chose qu'il portait depuis 14 mois. Sa gorge se serra, et elle força le passage. Je lis les corps pour vivre, Sébastien. Je ne me suis jamais trompé sur un corps. Et le tien me dit la vérité. Il le fait généralement. Il dit, tu lui as appris comment. Il fit le dernier pas, celui qui combla la distance, et il ne la toucha pas. Et le non-contact était plus fort que le contact. Je vais dire la chose maintenant, parce que j'ai passé 1 an à être géré par des gens qui ne disaient jamais la chose. Et j'en ai fini avec ça. Et parce qu'une salle pleine de gens que je n'emploie plus est exactement le bon endroit pour arrêter de se couvrir. Un souffle. Je n'ai pas gardé la rive pour te garder. Je l'ai gardée parce que tu y étais. Et les plongeons viennent dans cette crique. Et une femme que j'ai chassée d'un lac m'a dit la différence entre ce qui fait mal et ce qui fait peur. Et je préférerais être cassé et réparé qu'être cher et géré pour le reste de ma vie. Je t'aime, June. Ce n'est pas un levier. C'est la seule chose que je possède réellement. La salle de bal, les lices, les 800 personnes. Tout s'éloigna très loin. June Merrick, qui avait entendu la chose sous la chose toute sa vie, et n'avait jamais pu lire la sienne, découvrit qu'elle le pouvait maintenant. Claire comme la météo, claire comme l'eau. Dis que ça valait une entreprise, dit-elle. Et je ne te croirai pas, parce que personne ne devrait échanger une entreprise contre elle. Ça valait une entreprise, dit Sébastien. Regarde ma mâchoire. Elle regarda sa mâchoire. Elle ne fit pas la chose. Et puis son genou, la jambe qui avait eu peur pendant 14 mois, qu'elle avait réveillée, une aube honnête à la fois. Son genou choisit ce moment précis pour se souvenir qu'il avait traversé une salle de bal entière et monté un escalier doré. Et il fléchit légèrement, juste une fois, le plus petit relâchement. Et les mains de June étaient déjà là, toutes les deux à plat contre lui, attrapant le réflexe qu'elle lui avait promis sur un ponton il y a une éternité. « Je te l'avais dit », dit-elle dans son col, le soutenant devant 800 personnes. La pièce la mieux éclairée de l'État. J'ai dit que je serais assez proche. Tu as dit que tu rattraperais n'importe qui. Ses bras l'entourèrent, et il riait. Le son rouillé et surpris, le son du plongeon s'envolant des roseaux, dans ses cheveux. Réflexe. Ne te flatte pas, Vin. Elle pleurait maintenant, et riait, et se fichait de qui voyait quoi. Tu n'es qu'un genou pour moi. Un genou très endetté et très têtu. Plus endetté, dit-il. J'ai donné l'endettement. Et il l'embrassa doucement, proprement, dans la lumière. Un homme qui avait enfin appris la différence entre les choses que l'on gère et la chose que l'on tient. Ils ont signé pour le numéro 9 un mardi, dans le bureau de l'avocat sur la route 9, après le magasin d'aliments pour animaux. Ellen Merrick a signé son nom sur le titre de propriété permanent du cottage que son mari avait construit sur une poignée de main. Et elle n'a pas plié le papier en un petit carré pour aller au géranium. Elle l'a lu 2 fois, les lèvres bougeant à peine. Puis elle l'a mis dans son sac à main comme une chose ordinaire. Et en sortant, elle s'est arrêtée devant Sébastien dans l'antichambre et l'a regardé un long moment. « Vous avez appris les noms, dit-elle. Les 9. June me l'a dit. J'ai appris les noms. Tom aurait aimé ça. » Elle lui tapota le bras, vivement, le geste de pincer les géraniums. Et puis, incapable de s'en empêcher, sèche comme le mois d'août. « Vous devriez faire examiner ce toit de hangar à bateau avant qu'il ne fasse chuter la valeur immobilière de toute la rive. Je connais la fille d'un gardien qui connaît un type. Elle marchait déjà vers la voiture. Il travaille pour pas cher maintenant. Il a donné son entreprise. L'été tourna. L'entreprise alla aux partenaires, et les partenaires, ayant lu très attentivement les 12 mois de paperasse de Grant Holloway, lui montrèrent la porte avec bien moins de cérémonie qu'ils n'en avaient montré à quiconque. Pas d'enveloppe,
pas de pierre, juste une résolution et 4 signatures. Le marché étant le marché, Sébastien racheta le pavillon avec ce qui lui appartenait en propre, ce qui était moins qu'avant, mais plus que suffisant. Et la caméra en forme de larme fut retirée du portail, et le trou dans la clôture nord-est resta exactement où il était, exprès. Parce qu'un homme avait appris que les meilleures choses entraient par les brèches. Odessa resta. Bien sûr, elle resta. « Vous m'avez acheté avec les pontons », dit-elle, en posant des œufs devant June qui n'était pas, pour une fois, une cause perdue. Et j'ai décidé d'être un bon investissement. C'est le seul dans cette maison qui répond. Et je détesterais que vous vous sentiez seul. Elle regarda par la vitre les deux, la canne qui pendait maintenant à un crochet près de la porte. Parce qu'il ne la prenait que les longs jours, la robe verte séchant sur la corde à linge à côté du maillot de bain usé aux coutures. Les corps ploient sous la charge, dit-elle à personne, au lac, mais certains d'entre eux, il s'avère, ploient dans le bon sens. Puis, vivement, les toasts sont prêts. Quelqu'un sonna la cloche. June sonna la cloche. 3 coups brefs, en laiton et ancien, la cloche de midi de son père. Et au bord de l'eau, les plongeons levèrent la tête, et à travers les bouleaux monta un homme avec une légère boiterie facile, et plus aucune raison de la cacher. Et toute la rive sentait l'herbe coupée, les algues et les œufs qui, pour la première fois dans l'histoire de la maison, arrivaient chauds à table. Elle nageait toujours chaque matin. Ça n'avait pas changé et ne changerait pas. Elle ne se garait plus nulle part. Elle sortait par la porte du cottage qui était le sien, descendait le ponton que son père avait construit, et se glissait dans l'eau froide, qu'aucun avis ne pourrait jamais raisonner. Elle laissait Ashmere la porter, comme il l'avait portée chaque été de sa vie. Seulement maintenant, certains matins, une voix venait du ponton. Basse, sans hâte, plus du genre qui n'avait jamais eu à être élevé, parce qu'elle avait appris qu'il y avait de meilleures choses à faire un matin que d'être obéie. Sortez de mon lac, appelait Sébastien. Et June Merrick, à 10 mètres dans la brume, avec le soleil, une pièce de cuivre sur les pins, écartait ses cheveux mouillés de son visage et répondait « Faites-moi sortir ». Et les plongeons répondaient à travers l'eau, et tout le matin doré recommençait. Si vous êtes resté avec June et Sébastien jusqu'à ces eaux tranquilles, merci sincèrement. Des histoires comme celle-ci, sur les personnes calmes et fortes qui lisent la vérité, même quand le monde essaye de leur vendre un mensonge, sont exactement ce que nous racontons ici chaque semaine. Si vous croyez que les sous-estimés méritent le lac entier et pas seulement 20 minutes volées, abonnez-vous et restez avec nous. Laissez un commentaire et dites-moi à quel moment votre cœur a chaviré. Et je vous retrouve sur la prochaine rive. D'ici là, continuez de nager face à la tempête. Les meilleurs d'entre nous le font toujours.